Alors bonsoir à tous. Je ne sais pas si vous avez écouté ce matin Marielle de Sarnez sur France Inter, qui stigmatisait la campagne électorale en cours, qui disait qu'elle est difficile, qui disait qu'elle est régressive, qui disait que c'est une non-campagne. Aucune des questions qui intéressent les Français n'y sont traitées. C'est une campagne où l'on ne regarde rien, où l'on n'entend rien. On ne parle que de sujets de diversion. Les enjeux majeurs pour la France, qui devaient être au cœur de ce temps fort de notre démocratie, qu'est l'élection présidentielle, sont occultés. Et bien sûr, on en est venu dans la foulée de ce constat catastrophique sur la responsabilité des médias. Et les médias ont une bonne part de responsabilité dans cette médiocrité du débat, disait-elle en substance. C'est comme si les journalistes voulaient zapper le premier tour et ne s'intéressaient qu'aux deux candidats qu'ils présupposent figurer au second. Alors voilà, les médias, une fois encore, soupçonnés de manipuler l'élection, d'en imposer les thèmes, d'en privilégier certains candidats sur la seule foi des sondages qui obnubilent les journalistes, et globalement d'abaisser le niveau du débat en ne s'intéressant qu'à la course de chevaux et à l'écume des choses. Alors, c'est tout l'objet évidemment du débat de ce soir. Les médias ont-ils un si grand pouvoir qu'ils pourraient faire, entre guillemets, l'élection ? Quel rôle jouent-ils précisément dans la dynamique de la campagne ? Quelles sont leurs contraintes et leurs marges de manœuvre ? Peuvent-ils encore garder la distance face à la communication politique qui s'est considérablement développée et professionnalisée depuis un certain nombre d'années ? Autant de questions que nous allons débattre donc ce soir avec à ma droite Brigitte Legrignoux, professeure de sciences politiques à Paris-Dauphine. À côté d'elle, Bernard Manin, directeur d'études à l'EHESS, professeur à la New York University. À ma gauche, Cyril Lemieux, sociologue, maître de conférences à l'EHESS et membre de l'Institut Marcel Mauss. Et Thomas Legrand, éditorialiste politique à France Inter. Et je tiens à les remercier tous, car ils m'ont beaucoup aidé pour préparer ce débat et pour préparer d'ailleurs aussi le papier que nous avons publié dans Télérama il y a quelques jours pour annoncer ce débat. Je leur dois beaucoup. Alors je vous propose de commencer évidemment par une première question évidente, avant de parler directement des médias, à savoir qu'est-ce qui détermine aujourd'hui principalement le vote ? C'est-à-dire, est-ce que les variables traditionnelles qui président aux motivations des électeurs et qui ont été mises en avant maintenant depuis un moment, dès l'élection américaine de 1940 par exemple, pour faire allusion à l'équipe, le travail de l'équipe de sociologues de l'Université de Columbia, est-ce que ces variables sont encore valables ? Est-ce que également le poids de l'entourage familial, de l'entourage amical, de l'entourage professionnel reste encore très important, ce qui évidemment est très important à établir dès le début, puisque ça donne tout de suite une idée de la place qui peut rester à l'influence des médias. Donc sur ces questions, j'aimerais bien passer tout de suite la parole à Brigitte Legrignoux pour qu'elle puisse nous faire un petit peu le tableau de cette situation avant que les uns et les autres puissiez intervenir sur cette question. Merci. Bien, je vous remercie de me donner la parole sur cette question des électeurs et des comportements électoraux, parce que c'est vrai que cette question de les médias font-ils l'élection, elle est très souvent, le plus souvent, réduite à une autre question, en fait, elle en cache une autre. L'autre question étant, les médias ont-ils des effets sur le comportement des électeurs ? On voit que c'est une question un petit peu réductrice, mais c'est vrai que cette question des électeurs, elle occupe tout l'espace, ou une grande partie de l'espace dans ce débat. Alors, dans un premier temps, ce qu'on peut dire sur les comportements électoraux, c'est quelque chose qui est très discuté et disputé. Il n'y a pas d'accord entre les chercheurs là-dessus. Et grosso modo, il y a deux modèles explicatifs des comportements électoraux qui se confrontent. Un modèle qui va rechercher des raisons individuelles, un petit peu autour d'un électeur qui rationnellement s'informerait et en son âme et conscience tout seul ferait un choix libre et informé, et de l'autre côté, un modèle qui est considéré comme un modèle plus déterministe, qui va rechercher les explications du comportement électoral, et par exemple le fait de voter plutôt pour la droite ou plutôt pour la gauche, donc il va donc rechercher les explications de ce comportement dans des déterminants sociaux, un certain nombre de propriétés sociales et culturelles,
qui signe en fait l'enracinement de l'électeur dans un groupe social. Alors, c'est le second modèle, le modèle des déterminants sociaux, c'est plutôt le modèle qui est privilégié en France, ce qui n'est pas, par exemple, le cas aux États-Unis. Et c'est un modèle qui est décliné, je dirais, assez régulièrement, d'élection en élection par les chercheurs. Alors aujourd'hui, ce que l'on sait des déterminants sociaux du vote, enfin les facteurs qui apparaissent comme les plus prédictifs d'un vote plutôt à droite ou plutôt à gauche, on peut les ramener à 3. En premier lieu, la religion, et plus précisément la pratique de la religion catholique, qui est très fortement prédictive d'un vote à droite. En deuxième lieu, l'appartenance à une catégorie socio-professionnelle. Alors, sur ce point-là, il y a eu des évolutions importantes, puisque jusqu'aux années, on peut dire la fin des années 80, le grand clivage, en fait, du point de vue des catégories socio-professionnelles, était le clivage qui opposait ouvriers à non-ouvriers. Ouvriers votent à gauche, non-ouvriers votent plutôt à droite. Cette préférence, je dirais, des ouvriers pour la gauche tend à décliner. Et depuis l'élection de 2002, le vote à gauche des ouvriers est comparable à la moyenne, en fait, la moyenne des électeurs. Et on a mis en évidence un nouveau clivage très fortement prédictif d'un vote à droite en l'occurrence, qui est le clivage qui oppose indépendant à salarié. Profession indépendante, c'est très fortement prédictif d'un vote à droite. Ça marche moins bien dans l'autre sens, parce qu'on ne peut pas dire salarié vote à gauche. Mais là, il y a un nouveau clivage qui s'instaure, qui est la distinction entre salarié du privé et salarié du public. Salarié du public plus porté à voter à gauche que salarié du privé. Et puis enfin, il y a un troisième facteur qui est assez prédictif d'un vote à droite, qui est le facteur patrimoine, qui n'est pas tout à fait à confondre avec le facteur revenu. Il y a bien sûr un lien entre des revenus importants et la détention d'un patrimoine diversifié, mais c'est pas tout à fait synonyme. Et donc, détention d'un patrimoine diversifié, c'est fortement prédictif d'un vote à droite. Et alors ça, ce sont des variables, pas forcément celle-là, mais ce principe, en fait, de recourir à des variables explicatives des déterminants sociaux du vote, c'est quelque chose qui a été mis en place dès les années 40 par des chercheurs américains regroupés autour de l'université de Columbia. Et c'est ce même principe explicatif qui est plutôt utilisé par les chercheurs français. Voilà ce qu'on peut en dire pour le moment. Vous n'avez pas parlé du lieu d'habitation, de la géographie. Est-ce que ça a une influence ou pas ? C'est difficile à dire, parce qu'en fait, le lieu géographique, il faut le ramener à un espace social. Voilà. Donc, on peut repérer, par exemple, des arrondissements de villes qui votent massivement pour la droite ou pour la gauche depuis plusieurs décennies. Mais c'est en lien, évidemment, avec le type de population, le niveau de revenus, le niveau de diplôme de ces populations. Et par exemple, nous avions mené à l'occasion des élections municipales de 2008 une enquête qui portait sur le 16e arrondissement. Alors ça, c'est typiquement un arrondissement qui vote massivement pour la droite depuis des décennies. Et en lien avec, effectivement, la résidence. Moi, j'ai une question, parce que évidemment, comme tous les journalistes politiques, j'ai ce défaut majeur d'éplucher des sondages. On nous le reproche d'ailleurs souvent. Mais l'un des déterminants les plus importants qui apparaît maintenant, c'est l'âge. On a beaucoup dit que Nicolas Sarkozy n'aurait pas été élu s'il est plus de 65 ans et n'avait pas le droit de vote. Ça serait une drôle d'idée, mais enfin c'est comme ça. Oui. Et là, on voit c'est à peu près la même chose. Et si François Hollande fait mieux dans les sondages en ce moment, c'est aussi parce qu'il arrive à prendre un petit peu chez les personnes de plus de 60, 65 ans. Et moi, je voulais vous demander, est-ce que c'est l'âge ou est-ce que c'est cette génération-là, la génération qui aujourd'hui a 65 ans, c'est-à-dire la génération, en gros, qui a traversé, qui a pu emprunter à un moment où il y avait de l'inflation, donc quasiment pas remboursé, qui a traversé la vie active sans faire de guerre, qui a pu faire l'amour sans avoir le sida, qui n'avait pas de problème d'emploi, qui a pu consommer, gâcher,
et qui voyaient l'avenir en rose ou en bleu ou en noir. Est-ce que c'est cette génération-là ou est-ce simplement parce que quand on est vieux, on devient conservateur, à l'inverse de Victor Hugo? Alors, j'aurais du mal à répondre très précisément parce que c'est un phénomène qui apparaît comme relativement récent. C'est quelque chose qu'on remarque depuis, très nettement, depuis l'élection de 2002. Ce qui plaide pour dire que c'est cette génération-là. C'est difficile à dire. Il faudrait faire une étude très très précise là-dessus, parce que effectivement, il y a un certain nombre de débats sur le clivage de génération, les comportements dits égoïstes des baby boomers. C'est vrai que c'est une thématique qui est beaucoup reprise. Moi, je suis incapable de l'affirmer aujourd'hui parce qu'à ma connaissance, il n'y a pas eu de travaux précis sur les comportements électoraux en lien uniquement avec l'âge. Parce qu'il y a d'autres facteurs, en fait. Ça peut être effectivement des facteurs de... Voilà, quand on est plus âgé, on est plus porté à avoir un patrimoine important que lorsqu'on a 25 ans. Donc ça peut être... Le facteur d'âge peut cacher d'autres facteurs. Mais voilà, là, je ne peux pas répondre plus précisément. Et sur la question alors de l'influence qui a souvent été montrée, et savoir si aujourd'hui c'est encore très fort, l'influence de l'entourage familial, de l'entourage amical, de l'entourage professionnel, est-ce que ça reste aujourd'hui important? D'une certaine façon, on peut considérer que c'est impliqué dans le poids qu'on accorde à ce type de variable. Si on dit il y a un facteur important qui est la catégorie socio-professionnelle, on suppose qu'effectivement l'entourage professionnel joue un rôle. Alors, ce qui joue un rôle, ce sont en fait les groupes d'appartenance des individus. Alors ça peut être, quand on est plus jeune, c'est davantage le groupe familial, et puis ça peut être le groupe des collègues, le groupe des amis. Et ce qu'on remarque, c'est que les groupes d'appartenance des individus sont des groupes relativement homogènes quant aux orientations politiques. Voilà. S'il n'y a plus d'homogénéité, s'il y a rupture de cette homogénéité, les individus ont tendance à changer de groupe ou à changer de groupe préféré. Alors c'est vrai que la famille, c'est un groupe qui est difficile à changer, mais on peut par exemple éviter. On évite d'aborder des questions politiques dans la famille si on sait qu'il n'y a plus d'homogénéité. Donc effectivement, les groupes et les discussions, on peut considérer que ce sont des facteurs des vecteurs qui exercent des micro-pressions sur l'individu pour le pousser à la conformité d'une certaine façon, à la conformité dans les orientations politiques. Ça ne veut pas dire qu'il y a accord dans toutes les familles et dans tous les groupes sur l'orientation. Certainement. Alors, on voit aujourd'hui des changements à l'œuvre importants. On voit l'individualisation du vote, on voit la baisse de la fidélité partisane, on voit la personnalisation des élections. Autant d'éléments, Bernard Manin, que vous aviez souligné dans votre ouvrage, que vous aviez ce moment-là de la démocratie représentative que vous avez appelé la démocratie du public. J'aimerais bien que vous reveniez sur cette question, que vous nous donniez un petit peu le tableau de ce qui vous paraît avoir le plus changé ces dernières années et peut-être là maintenant pour cette campagne électorale de 2012. Sur les dernières décennies, il me semble que un des phénomènes sur lesquels il y a en gros un certain consensus, c'est l'accroissement de l'instabilité électorale, l'accroissement donc de l'instabilité des comportements, ce qui signifie que au lieu que pendant très longtemps, les individus votaient d'une élection à l'autre de la même façon, d'abord votaient à toutes les élections et votaient de la même façon, on était de droite ou de gauche, et ceci traçait à travers le temps une continuité. On a, dans toutes les démocraties d'ailleurs, pas spécialement en France, des études sur l'ensemble du monde qui montrent qu'il y a une érosion de ce qu'on appelle, dans un jargon un peu technique, l'érosion de ces fidélités partisanes stables. Ça ne signifie pas que
Les individus passent de droite à gauche, encore que ces choses, sous des conditions particulières, peuvent exister, mais il y a en particulier des mouvements importants entre l'abstention et la participation. Et comme les différents groupes peuvent être affectés de manière différentielle par l'abstention ou la participation, ça provoque aussi des changements dans les équilibres des forces. Donc, ça, il me semble, d'ailleurs ça n'est pas incompatible avec ce que disait Brigitte Legagnou, mais c'est une nouveauté importante parce que les démocraties représentatives, pendant longtemps, n'ont pas fonctionné de cette façon. On peut d'ailleurs ajouter que, indépendamment des trajectoires individuelles que l'on a des manières d'utiliser, on peut aussi observer le fait que depuis la Deuxième Guerre mondiale, un phénomène s'est beaucoup accru, c'est l'alternance au gouvernement dans les démocraties. Pendant extrêmement longtemps, ça n'a pas été la règle. Et le phénomène s'est banalisé, généralisé. Paradoxalement, c'est contre-intuitif parce que nous ne pensons pas les démocraties représentatives de cette façon, mais c'est tout à fait établi du point de vue statistique, seulement en regardant les élections qui se suivent. Donc ça, c'est un point qui entraîne toute une série de conséquences. On peut peut-être dire deux mots de ces causes. Les analyses de causes sont complexes, mais on peut faire observer qu'au moins deux choses semblent être vraies et corroborées, qui sont d'une part l'élévation du niveau d'instruction des populations des pays développés. Et cette élévation du niveau d'instruction, élévation massive, je veux dire qui atteint de larges masses, fait que les phénomènes de délégation, de déférence à l'égard des porte-paroles, de déférence à l'égard des groupes constitués tendent, par l'effet de l'instruction, à se dissoudre. C'est un premier élément. Ou en tout cas, dissoudre, c'est excessif, à s'éroder. Et la deuxième chose, qui paraît également relativement avérée, c'est l'individualisation des conditions de travail. Là, la temporalité est différente, mais l'individualisation des conditions de travail, ce qu'on appelle en France parfois, de nom un peu différent, la désaffiliation, en tout cas, ces mouvements sont des mouvements de fond. Et même si justement les comportements électoraux restent liés aux conditions professionnelles, il se trouve justement que ces conditions professionnelles ont subi des changements massifs, en particulier au cours des 20 dernières années. Tout ceci va dans le sens d'une plus grande instabilité, donc d'une élection à l'autre. Ça n'implique pas que les électeurs se comportent comme des stratèges, ni qu'ils soient extrêmement bien informés. On pourrait en tirer cette conséquence, mais elle ne paraît pas entièrement justifiée. Ce que l'on peut dire simplement, il y a tout de même quelques résultats, c'est que pour ce qui est de la participation, par exemple, les électeurs ont une propension plus forte à participer lorsque une élection leur paraît avoir des enjeux importants et que les résultats paraissent serrés, ou s'annoncent serrés. Ils anticipent des résultats serrés. À ce moment-là, on semble avoir des études statistiques sur un ensemble de pays qui disent ça fait monter la participation. Donc, ceci a un certain intérêt parce que ça va dans le sens d'un certain comportement instrumental. Si les gens votent si nous votons, c'est pas seulement les autres, c'est évidemment nous aussi, mais si nous votons quand nous jugeons une élection à enjeu important, et toutes ne sont pas d'enjeux identiques, il n'y a aucune raison que toutes les élections qui se succèdent, qui sont fixées par un calendrier né variéture, aient les mêmes enjeux à chaque fois. Il faut se réconcilier avec l'idée que, objectivement, des élections peuvent être plus importantes que d'autres. C'est juste un fait de la vie. Mais donc, quand nous percevons que des élections sont plus importantes que d'autres et que les résultats sont particulièrement serrés, nous agissons de cette façon, nous participons. Mais ça signifie aussi que nous attendons quelque chose de notre comportement. Ça signifie que nous ne votons pas simplement pour exprimer quelque chose. Si nous votions pour exprimer quelque chose, nous voterions toujours, quels que soient les enjeux. Ça signifie aussi que nous ne votons pas simplement par sentiment du devoir ou de l'obligation,
Parce que, encore une fois, si nous votions de cette manière, nous voterions toujours. Eh bien, bon, un nombre important de gens ne font pas cela, et on a ici une indication d'un certain type d'instrumentalité. C'est-à-dire, on cherche à faire entendre sa voix, à envoyer un message. C'est une rationalité ou une instrumentalité très limitée, d'ailleurs on peut l'appeler de ce terme un peu technique, d'une rationalité limitée. C'est une rationalité, mais c'est une certaine rationalité. Bon, voilà, ça c'est peut-être une première proposition et qui entraîne toute une série de conséquences, parce qu'à partir du moment où les identifications partisanes ne jouent plus le rôle qu'elles ont joué pendant très longtemps, les électeurs, alors là plus en termes de comportement électoral, de comportement individuel, sont à la recherche de repères, de marques, et ceci accroît d'une part le rôle des personnalités. Il est clair que lorsque le vote est mécaniquement reproduit de fois en fois ou de génération en génération, qui que ce soit qui porte les couleurs de son camp n'a pas beaucoup d'importance. C'est une proposition, c'est logiquement inclus dans ce qui précède. À partir du moment où il n'y a plus la transmission ou la perpétuation de ce comportement sur les mêmes principes, le changement des personnes exerce un effet. Et donc, je dirais presque mécaniquement, la conséquence de la première proposition, c'est que le rôle des personnalités dans une élection s'accroît, parce que c'est une des choses qui sont visibles. Évidemment, les médias jouent aussi un rôle, et la diffusion de la télévision en particulier est là aussi bien attestée. Il semble même qu'elle soit corrélée avec une baisse de l'adhésion aux partis politiques sur l'ensemble des démocraties de la planète. Ce sont ces phénomènes qui font dire. Alors, j'ai utilisé cette expression de démocratie du public. Je n'aime pas, je n'adhère pas à l'idée ou l'idée d'ailleurs un peu vague de démocratie d'opinion. Je ne pense pas que ce soit suffisamment descriptif. En revanche, la raison pour laquelle il me semble qu'il y a d'un public, c'est que dans ce monde où les appartenances politiques ne sont pas fixées, les différents candidats et les différents partis cherchent à constituer des publics. Et ils cherchent à déterminer les préférences, les souhaits qui ne peuvent pas être tenus pour acquis de certains groupes ou de certaines catégories, qu'ils ciblent ensuite comme étant leur public potentiel majeur, et cherchant à obtenir son soutien. Et ceci varie d'une élection à l'autre, même si on reste dans des paramètres contraints par la réputation et les valeurs traditionnelles du parti en question ou du candidat. C'est moins vrai des personnes, bien sûr, mais des partis. Donc voilà, l'érosion des fidélités partisanes stables et l'accroissement de l'instabilité électorale, le rôle des personnes, le rôle des médias. On peut peut-être, au moins sur ce point, en disant un des problèmes que pose l'érosion des fidélités partisanes stables, c'est que celles-ci servaient d'économiseurs ou de synthétiseurs d'informations. Face au flux des informations dont nous sommes quotidiennement bombardés ou saisis, les individus avaient un écran relativement performant qui leur permettait de déterminer le bruit de ce qui n'était pas le bruit, et ce qui n'était pas le bruit, c'est ce qui n'était pas conforme à leur identification ce qui n'était pas le bruit, c'est ce qui était conforme à leur identification partisane stable. À partir du moment où on n'a plus cet économiseur et cette grille de lecture, comme on dit, les raccourcis
et les synthèses n'en demeurent pas moins nécessaires. Nous y reviendrons peut-être un peu plus tard. Mais si on ne peut plus se fier à cette règle, eh bien il faut en trouver d'autres, mais ça ne signifie pas pour autant qu'on va passer, ou que la plupart de nos concitoyens, sinon nous-mêmes dans ce cas, sommes disposés à passer des heures à regarder des émissions politiques. Nous avons d'autres choses à faire dans la vie, c'est vrai massivement, même si un peu moins dans ce quartier et dans ce milieu. Alors on va en venir bien sûr maintenant directement à l'influence des médias proprement dit, maintenant qu'on a décrit à peu près le contexte et ces changements. Peut-être que vous voulez, pour conclure cette première partie, l'un ou l'autre intervenir, je sais pas, Thomas Legrand par rapport à ce qui a été dit, ou maintenant on va parler de l'influence des médias proprement dit. On voit bien quand même que les choses ont bougé et que peut-être ça donne un peu plus de place aux médias qu'ils ne pouvaient en avoir. Mais maintenant, ce que j'aimerais bien qu'on essaye de démêler, c'est exactement à quel endroit on va pouvoir voir les effets des médias. Est-ce qu'il y a un effet des médias sur directement le vote ? Ou bien est-ce que l'effet des médias se fait plus subtilement à d'autres endroits, et lesquels ? Alors sur cette question, peut-être Cyril Lemieux, vous commencez. Je pense que Brigitte Legrignot, vous voudrez aussi intervenir sur cette partie. Enfin, comme vous voulez. Oui, je vous en prie. Je ne suis pas un spécialiste du tout de cette question-là, mais bon, je connais un petit peu les travaux. Donc, il y a trois points sur lesquels je voudrais insister. D'abord, c'est un domaine dans lequel ils sont rares. Il y a un consensus, je crois, on peut dire scientifique, sur le fait que la thèse dite des effets forts ne marche pas. Il y a 70 ans de recherche empirique qui ont montré que, donc, thèse des effets forts, ça veut dire simplement ce qu'on appelait aussi à une époque la thèse de la seringue hypodermique, c'est-à-dire on envoie un message dans le corps social et le mal est inoculé. Et donc la thèse des effets forts, c'est on envoie des messages massivement et les gens votent en conséquence. En fait, toutes les études montrent que ça ne marche pas pour les raisons qu'a indiqué tout à l'heure Brigitte Legrignot, c'est-à-dire d'une part parce que les gens ont une socialisation, ils ont intériorisé des normes, donc ils ne sont pas vierges devant le message qu'ils reçoivent. Et deuxièmement, parce qu'ils sont intégrés dans des groupes primaires, dans des groupes familiaux, des groupes d'amis, des groupes professionnels, qui exercent sur eux des forces de rappel. Si par exemple vous êtes le seul, effectivement, dans votre famille à être tenté par un vote Front National, alors que tous les autres membres de la famille votent traditionnellement à gauche, bon, vous risquez de subir des pressions, des sanctions. Et donc ces forces de rappel jouent un rôle très important. Donc cette thèse des effets forts ne marche pas. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'effet. Moi je pense qu'on peut dire qu'il y a à mon avis deux effets qui sont avérés. Un premier effet que moi j'appellerais de synchronisation. Alors on peut se référer là-dessus à ce qu'on appelle la théorie de l'agenda, c'est-à-dire c'est la fameuse énoncé de McCombs et Shaw qui dit les médias ne disent pas ce qu'il faut penser, mais ils disent ce à quoi il faut penser. Autrement dit, quand je parle de synchronisation, c'est le fait qu'à un moment, la nation se synchronise autour d'une information commune. On va devoir voter tel jour, et les gens en parlent. Et ça, c'est un autre aspect très important qu'avait bien mis en valeur il y a plus d'un siècle le sociologue français Gabriel Tarde, c'est l'importance de la conversation comme relais en fait du message médiatique, qui va à la fois marquer l'importance du message, mais aussi valider ou invalider dans ces groupes primaires le contenu du message. Donc là, j'ai vu récemment la semaine dernière, il y avait un sondage, c'est ça, bon, avec les limites de ces sondages, mais qui montrait qui indiquait que, je crois, 68% des sondés disaient avoir déjà discuté avec des amis des élections, ce qui est quand même beaucoup. Hein, on voit que c'est et on nous rappelait qu'en 2007, ils étaient 82% à avoir déclaré, en avoir fait l'objet de conversations. Donc ces effets de synchronisation, on pourrait aussi les appeler des effets de mobilisation, évidemment. Et souvent, on essaye d'en tirer des prédictions sur le taux de participation, etc. Le deuxième type d'effet, à mon avis, avéré, sont des effets de différenciation sociale. On pourrait presque dire, à la façon de Bourdieu, des effets de distinction. C'est-à-dire que, à l'occasion de cette information sur l'élection, vont se manifester des rapports différentiels à l'information politique, des implications différentes, des engagements différents. Et là-dessus, ce qui me paraît très intéressant, c'est ce qui se dit depuis environ une dizaine de jours. On nous dit que cette élection n'intéresse pas les Français.
Et en fait, de quel Français parle-t-on? Et c'est dommage, au fond, que les sondeurs qui ont les données sur les catégories socio-professionnelles des sondés ne les fassent pas apparaître, car il est probable, c'est une hypothèse que je fais, que les Français les moins intéressés sont les membres des classes populaires. Et autrement dit, qu'est-ce qui différencie beaucoup cette élection de la précédente? C'est qu'en 2007, on a eu un taux d'abstention très faible. Je crois que le précédent niveau équivalent, c'était 1974. Donc 16% de taux d'abstention, c'est très faible. Et parce qu'il y avait une très forte mobilisation dans les classes populaires autour des deux candidats principaux qui avaient visiblement réussi à mobiliser, aussi par des relais locaux, bien sûr. C'est pas uniquement la campagne par les médias qui fait ça, mais c'est aussi tout un travail militant de base. Et cette fois-ci, disons que le problème, là, cette fois-ci, on semble s'orienter plutôt vers un taux de participation normal, je dirais, classique, et qui pose vraiment la question de qu'est-ce qu'on fait des classes populaires dans une démocratie moderne. C'est-à-dire comment, je pense que l'enjeu majeur, c'est de mobiliser les membres de ces classes. Et donc, je crois que tout le discours sur les Français se désintéressent devrait être retravaillé en ce sens-là, en se posant la question comment on accède à la mobilisation des classes populaires. Et là-dessus, c'est vrai que la télévision reste un outil central d'accès, beaucoup plus qu'Internet. Et Internet, ça marche, ça mobilise pas du tout les classes populaires. Mais la télévision reste un outil fondamental pour aller, je reprends le terme de tout à l'heure, synchroniser, disons, les membres des classes populaires. Brigitte Legrignoux, sur cette question aussi, vous voulez peut-être compléter ou nous signaler un autre point. Moi, il y avait une question notamment sur parce qu'on a parlé de la participation, justement, la différence entre aujourd'hui et puis l'élection précédente. Est-ce que les médias ont un rôle important justement, est-ce qu'ils influencent et dans quelle mesure est-ce qu'ils influencent la participation elle-même déjà avant d'influencer le vote? Bon, peut-être juste une réponse, c'est pas vraiment une réponse d'ailleurs, une remarque complémentaire par rapport à ce que vient de dire Cyril. Je suis d'accord avec ces effets, effectivement un effet d'agenda et puis cet effet de différenciation sociale, mais je préfère parler de mécanismes plutôt que de parler d'effets. Parce que parler d'effets, ça présuppose l'efficacité systématique de ces dispositifs. Alors, ce qu'on peut repérer quand on travaille effectivement sur des émissions, par exemple, de télévision ou sur le journal télévisé, on repère des dispositifs, on repère des choix de mots, on repère des associations de mots et d'images, et donc on repère des effets visés en tout cas, mais rien ne garantit que ces effets vont être effectifs ou en tout cas qu'ils vont se réaliser sur l'ensemble des téléspectateurs ou même sur la majorité des téléspectateurs. Donc c'est pourquoi je préfère parler de mécanismes. Pour revenir sur la question de la participation, alors c'était effectivement, je trouve que les dernières élections, l'élection de 2002, très forte abstention, suivie de l'élection présidentielle de 2007, très forte participation, suivie quelques semaines plus tard des élections législatives, à nouveau très très forte abstention. Ça illustre très clairement ce que Bernard Manin vient de nous présenter, et cette thématique de l'intermittence et de la volatilité. Et alors, c'est assez difficile de mesurer les effets précis des médias, de la campagne, du travail sur la mobilisation, mais néanmoins, c'est à peu près le seul effet avéré. C'est-à-dire qu'on n'a jamais réussi dans les enquêtes empiriques à mettre en évidence un effet précis des médias, ou en tout cas à dégager un effet précis des médias sur l'orientation du vote, mais en revanche, on peut faire l'hypothèse d'une orientation, d'un effet sur la participation. Par exemple, on s'aperçoit que, c'est un exemple de 2007, que les personnes qui suivent le plus assidûment la campagne électorale sont aussi les personnes qui votent le plus, contrairement aux personnes qui suivent... Alors,
c'est assez logique. Finalement, c'est pas renversant comme résultat. On s'aperçoit que les médias ont davantage d'effet sur les gens qui les suivent et la télévision exerce davantage d'effet sur les gens qui la regardent. Donc, c'est pas absolument renversant, mais c'est une toute petite avancée qui nous laisse entendre que, effectivement, il y aurait une forme de mobilisation qui serait produite par les médias et qui irait dans le sens de ce que Bernard Manin nous disait, c'est-à-dire que les médias contribuent très certainement à mettre en évidence les enjeux particuliers ou le caractère très très serré d'une élection ou d'un résultat. Et donc peuvent par ce biais contribuer à mobiliser des électeurs. Voilà. Je vais juste rajouter et aller jusqu'au bout du raisonnement. Ça veut dire que les médias ont surtout un effet sur les gens les moins intéressés spontanément à la politique. C'est là qu'est leur responsabilité la plus grande. C'est-à-dire les gens qui sont déjà orientés vers la politique, de toute manière, ils n'auront pas besoin des médias pour se mobiliser. Mais je reviens à ma question des membres des classes populaires. C'est eux qui ont besoin des médias pour être mobilisés davantage. Thomas Legrand, vous voulez intervenir ? L'éternelle question sur la responsabilité des médias, le rôle des médias. D'abord, juste pour rebondir sur ce que vous venez de dire, parce que vous aviez l'air de relativiser. Moi, je comptais plutôt relativiser, évidemment, le rôle des médias, mais vous venez de dire quelque chose que je crois vrai et qui ne relativise pas du tout. En disant, les médias finalement ne jouent pas sur les choix, mais jouent simplement sur la mobilisation. Or, on sait qu'une élection, notamment présidentielle, n'est pas le choix entre un homme et un homme, entre deux personnes. C'est pas, quand on décide de voter à l'élection présidentielle, on ne décide pas de voter entre Nicolas Sarkozy ou François Hollande. Il y a très peu, au deuxième tour, il y a très peu de gens qui hésitent entre ces deux-là. Il y a des gens qui hésitent entre aller voter ou pas aller voter. Et donc c'est la mobilisation qui fait l'élection. Donc vous venez de dire, en fait, vous vouliez relativiser, mais vous avez dit que les médias faisaient l'élection. Si les médias ne s'occupaient que de la mobilisation. Donc on fait l'élection selon on fait une partie de l'élection. Et puisqu'on sait que ça se joue généralement à quelques pourcents. Mais je voulais revenir sur... en fait, moi, en vous écoutant, j'ai pensé à des cas vécus, précis. Et c'est des questions qu'on nous pose souvent de notre responsabilité. Moi, je pense qu'on a une responsabilité. Alors, sur la politique, on a rarement une responsabilité. Ce qu'on dit n'entraîne pas, je pense, des actions directement. Et... demain matin, je vais faire un édito qui dit le contraire. Qui dit, il y a des cas où demain matin, je fais un coup de gueule. J'en parle parce que ça une sorte de coup de gueule contre ces hebdos. Donc c'est une autocritique de mon métier, ce qui font des listes, des classements d'écoles, de lycées. Voilà, un classement et le premier, le dernier. Et donc, en faisant ce classement, on réduit un service public à quelque chose dans lequel on pourrait sélectionner, et donc on serait des consommateurs. Et donc je pense qu'en faisant ce classement, on change nous-mêmes la réalité. On pense être un thermomètre, on dit factuellement, ben voilà, ce lycée est meilleur que ce lycée-là, mais là le thermomètre a une action, puisqu'on le présente comme un papier pour des consommateurs. Choisissez votre lycée, le meilleur. Et donc on montre une inégalité, un classement, et on l'accentue, puisque les gens vont effectivement choisir les meilleurs. Donc on a des responsabilités, et je ne veux pas les nier, et il faut les dénoncer, et ces responsabilités sont d'ordre... c'est très dur à combattre, parce qu'on sait que quand un hebdo fait une sur le classement des meilleurs lycées, il vendra aux gens qui achètent l'hebdo d'habitude, plus aux gens qui sont en train d'hésiter donc il vendra très bien. Donc moi je trouve que c'est une responsabilité assez grave. Bon, voilà. Donc ça, c'était pour souligner que quelquefois, on a une responsabilité. Après, sur l'autre responsabilité, c'est la soumission à la propaganda, à la propagande par l'agenda. Et ça, c'était le grand truc de l'élection de 2007. Je ne suis pas sûr que cette fois-ci, ça marche. C'est-à-dire que l'élection de 2007, je pense que s'il y a alors ça c'est plutôt une analyse politique, je ne sais pas s'il y a une forte participation, c'est simplement parce que les deux candidats principaux ont réussi à faire passer un message, tout devient ensemble, tout devient possible. Ils ont réussi à faire passer le message que le volontarisme revenait après
après Jacques Chirac, le deuxième mandat de François Mitterrand, on avait l'impression qu'on ne pouvait plus rien. Et Nicolas Sarkozy, avec sa volonté, et Ségolène Royal, avec un certain charisme, ont fait croire ou penser aux Français qu'on pouvait agir, alors qu'on sait que finalement les pouvoirs nous échappent et échappent de plus en plus à nos gouvernants qui ont des manettes finalement qui ne répondent plus à cause de la mondialisation, de l'Europe, etc. Donc, et il y a eu un retour d'espoir à ce moment-là. Et maintenant, je pense que si on dit l'élection n'intéresse pas, elle n'intéresse pas parce que ce sentiment, si c'est vrai d'ailleurs, mais elle intéresse moins parce que ce sentiment on peut changer les choses régresse à cause notamment de la crise. Et elle n'intéresse pas, à mon avis, parce que les vrais débats intéressants, et nous on ne sait pas les mettre en scène, c'est vrai, sont les débats internes. C'est pas le débat droite-gauche qui est intéressant. Le débat entre Nicolas Sarkozy et François Hollande pour savoir quel est celui qui va réussir à réduire la dette et à nous amener à l'équilibre en 2016 ou en 2017, parce que c'est ça leur débat. Donc il y en a un qui veut faire de la rigueur courageuse et l'autre qui veut faire de la rigueur juste. Alors il faut choisir entre ces deux rigueurs. Mais enfin, c'est pas passionnant de les entendre discuter des meilleurs mécanismes pour atteindre. Alors que le débat interne à gauche, entre ceux qui pensent qu'il ne faut pas être omnubilé par les déficits, les keynésiens, etc. Et ceux qui veulent prendre en compte le réel, comme ils disent, la deuxième gauche et la gauche plus traditionnelle. Ce débat est intéressant. Et d'ailleurs, il est tellement intéressant qu'il a eu un peu lieu pendant les primaires. Et du coup, comme il existait, les médias, à mon avis, ont joué leur rôle, ont ouvert les vannes, ont posé des questions. Les journalistes étaient d'ailleurs appréciés, des politiques et des auditeurs et des spectateurs. Et on a eu un beau moment avec la primaire, un moment très intéressant. Maintenant, on ne peut plus organiser de débat interne parce qu'ils ne veulent pas débattre entre eux. Et le débat est impossible. Parce que si Jean-Luc Mélenchon conteste la façon dont François Hollande veut résorber la crise, il veut le contester devant nous, devant vous, mais pas en confrontation. Alors lui, il accepterait à la limite, mais en confrontation avec François Hollande, parce qu'ils se réuniront dans 15 jours. Et il faut qu'ils soient crédibles quand ils se réuniront. Et François Hollande ne veut pas, évidemment. Donc, et ces débats-là, moi j'ai dit après la primaire, on va essayer d'organiser le matin à France Inter des débats internes. On n'y arrive pas, ils ne veulent pas. Alors, on fait des matinales avec des économistes, plus ou moins, qui ont des avis divergents. À droite, il y a un débat passionnant aussi. C'est un débat entre nation ou Europe, un débat sur la République. Il est impossible parce que les personnages de ce débat, ceux qui devraient l'animer, c'est donc Marine Le Pen et la droite dite républicaine, la droite républicaine, et donc ce débat est impossible. Donc le vrai débat, alors ça m'arrache un petit peu la gueule, comme on dit, de dire ça, parce que le vrai débat n'est plus entre droite et gauche, à mon avis, bien qu'il y ait deux visions de la société, je ne nie pas droite et gauche, mais il est entre ceux qui ont une vision nationale de la politique et ceux qui ont une vision plus ouverte ou plus mondialisée de la politique. Je dis que ça m'embête de dire ça parce que les termes de ce débat-là ont été posés d'abord il y a quelques années par Maigret, qui disait ça sera ça le prochain clivage. Malheureusement, je trouve que le vrai clivage est celui-là. Et ça serait intéressant de savoir d'ailleurs les CSP, comment tout ça se répartit. Mais nous, là-dedans, on est pris entre nos contraintes économiques. On fait des unes sur Sarko et ça marche. À un moment, ça marche plus. Et puis, on comprend les vrais débats, mais en même temps, c'est très difficile de les organiser, de les alimenter. Moi, alors quand on fait une chronique, c'est plus facile. Je pose les termes du débat avec moi-même et puis je les mets, voilà. Donc mais ça dure 3 minutes et ça n'est pas c'est pas toujours très grand public, même s'il y a du monde. Alors, je ne sais pas si vous voulez que j'avais une autre idée qui me trottait dans la tête sur le propaganda. Je pense que maintenant,
l'idée de dire qu'on gagne une élection sur ces termes, sur ces thèmes, comme Napoléon gagnait ses batailles sur ses terres. On choisit le terrain de bataille, plutôt qu'en essayant de changer la vie des citoyens. C'est une idée qui était vraie en 2017. Je pense que Nicolas Sarkozy l'a complètement ruiné pendant... En 2007, on n'en est pas là, je suis en avance. Nicolas Sarkozy l'a complètement ruiné pendant son quinquennat. Parce qu'il a voulu continuer, parce que nous, on bouffe du débat, il nous faut 2 polémiques par semaine, 3 polémiques par semaine, donc il nous a alimentés. C'est-à-dire qu'il nous a un petit peu menés par le bout du nez en 2007, parce qu'il nous a imposé son rythme, et du coup on n'avait plus le temps de réfléchir, plus le temps de débattre, et puis il a voulu gouverner de la même façon, sauf que pour alimenter le débat, ça marche, mais pour fabriquer du droit, ça ne marche pas. On ne peut pas annoncer des lois tous les matins ou 3 fois par semaine, parce qu'après, il faut les voter. Et puis, voilà, fabriquer du droit, c'est des allers-retours entre le Sénat et l'Assemblée nationale, des évaluations, c'est très long, et donc il y a encombrement, et puis il y a essoufflement. Et puis, donc voilà, le propaganda a été un petit peu éteint dans l'œuf. Et puis la crise, je pense, la crise rend indécente tout autre débat. Et je pense qu'on s'en est aperçu quand Nicolas Sarkozy a voulu nous imposer le débat sur l'identité nationale. C'est apparu vraiment comme quelque chose d'instrumentalisé et de manipulatoire et d'indécent. Et maintenant, il y a un ressort cassé, et je pense que c'est pour ça qu'il y a une différence entre son relativement bon premier tour qui a l'air de se profiler, hein, qui est plus lié selon moi à une grégarité naturelle de son camp à se réunir à la veille du premier tour, et puis le deuxième tour où ça ne marche pas parce qu'il ne mobilise pas, parce que ce ressort est cassé. Donc le propaganda, à mon avis, est cassé. C'est une bonne nouvelle parce qu'on s'est quand même fait bien balader, nous, par le propaganda, nous médias. Alors on va revenir sur toutes ces questions, évidemment. Mais là, dans l'immédiat, j'aimerais quand même qu'on précise un peu l'influence des différents médias. Parce que là, on dit les médias, mais les médias, c'est la télévision, c'est la radio, c'est la presse écrite, c'est Internet aussi. Aujourd'hui, on dit que voilà, enfin on se demande d'ailleurs quelle est aujourd'hui exactement la montée en puissance et l'influence d'Internet. Donc j'aimerais bien qu'on essaye de poser les choses à cet égard. Peut-être, je ne sais pas, Brigitte Legrignou, Cyril Lemieux, qu'est-ce qu'on sait, qu'est-ce que les sciences sociales nous apportent par rapport à cette question? Est-ce que la télévision, parce que bon voilà, la télévision depuis longtemps est le média principal, celui qui a le plus d'influence. Est-ce que c'est encore vrai aujourd'hui? Comment vous hiérarchiseriez l'influence des médias? Et puis après, bien sûr, j'aimerais bien que les uns et les autres, vous vous prononciez sur Internet, parce que ça, c'est la grande nouveauté. En quoi Internet change la donne? Alors, je peux peut-être vous dire un mot sur la télévision. Sur Internet, je laisserai Cyril intervenir. Je ne sais pas si c'est le média qui a le plus d'effet, mais en tout cas, c'est le média qui est le plus consommé. Voilà. C'est le média qui est le plus pratiqué, toujours maintenant. Bon, il y a quand même une toute petite nuance. L'enquête sur les pratiques culturelles des Français, donc l'enquête de 2008, montrait que pour la première fois depuis les débuts de la télévision, la consommation de télévision avait cessé de croître. Donc il y a une sorte de stabilité. Et c'est en partie imputable à la catégorie des jeunes, 18-24 ans, qui sont occupés par autre chose, qui ont toujours été occupés par autre chose, et aujourd'hui notamment par d'autres écrans que les écrans de la télévision. Mais néanmoins, c'est toujours le média qui est le plus consommé, et c'est surtout un média qu'on pourrait qualifier, pour le dire vite, un peu d'interclassiste, contrairement par exemple à la lecture de la presse quotidienne nationale, qui est une lecture très sélective socialement. Le fait de consommer de la télévision, même si l'expression n'est pas très jolie, c'est une consommation assez massive d'abord et assez généraliste, même si les plus forts consommateurs de télévision sont les moins diplômés, et plutôt les catégories les plus défavorisées. Il y a un écart de 40 minutes par jour entre, d'après les chiffres de Médiamétrie, entre ce que Médiamétrie appelle les CSP+, et les autres téléspectateurs. Donc il y a des pratiques qui sont socialement clivées, mais néanmoins, c'est un média généraliste. Donc
je ne sais pas si c'est celui qui a le plus d'influence, mais c'est certainement le plus pratiqué. Et sur Internet, je n'ai pas travaillé précisément sur cette question, mais ce que j'ai lu m'incline à dire que pour le moment, Internet est encore... Internet. La consommation politique, les usages politiques d'Internet, c'est encore une pratique très minoritaire et aussi assez socialement profilée. Sur la télévision, on avait mis en cause en 2007 de manière assez forte l'influence de la télévision sur le vote lui-même. Enfin, là, en l'occurrence, c'était vraiment la télévision, c'est-à-dire que justement sur l'agenda, la télévision avait mis pendant des mois en tête de ses préoccupations, en première partie du journal, les questions de sécurité. En 2002, pardon, oui, bien sûr, en 2002. Et puis il y avait cette fameuse histoire de ce vieux monsieur Paul Voise à Orléans qui avait été 2 jours avant l'élection agressé, qu'on avait montré sur les écrans de télévision, etc. Et puis il y a eu on le sait, Marine Le Pen, Monsieur Le Pen plutôt, Jean-Marie qui était au 2e tour. Quelle est votre réaction? Parce qu'évidemment certains disent, on voit bien là quand même à quel point la télévision peut avoir un impact direct sur le résultat de l'élection. Quel est votre point de vue par rapport à cet exemple-là concret? Je serais beaucoup plus prudente quant à un lien de cause à effet entre la télévision et le vote pour Jean-Marie Le Pen et la qualification de Jean-Marie Le Pen au second tour en 2002. Alors là, très clairement, en 2002, on a un mécanisme. Alors vraiment, on a un mécanisme d'agenda et de cadrage avec l'ouverture du journal télévisé par un fait divers qui va être classé sous cette rubrique un peu fourre-tout, insécurité. Et puis la répétition, la couverture très très forte et très répétée de toutes les questions dites d'insécurité. Donc là, vraiment, il y a un mécanisme qui fonctionne. De là à dire que ce mécanisme a rencontré l'assentiment des téléspectateurs et que cet assentiment s'est transformé en un vote pour Jean-Marie Le Pen, je pense que il y a un pas que pour ma part j'hésiterais à franchir. D'autant plus que procéder comme ça, c'est-à-dire mettre en relation directement et immédiatement la couverture médiatique de la question de l'insécurité avec le vote pour Jean-Marie Le Pen, ça rend aveugle à des tas d'autres facteurs. Par exemple, entre les suffrages qui se sont portés sur Jean-Marie Le Pen en 1995 et 2002, il y a 200 000 voix. Alors on pourrait considérer que cet effet a joué sur 200 000 personnes. Mais en même temps, ce qu'on oublie de remarquer, c'est qu'il y avait une concurrence à gauche formidable. C'est le même écart qui sépare d'ailleurs Jean-Marie Le Pen de Lionel Jospin. C'est environ de 200 000 voix. Quand on se souvient que Jean-Pierre Chevènement a fait autour de 1,5 million, ça incline un tout petit peu à s'interroger justement sur ce phénomène de concurrence pour expliquer ce type de qualification. Alors, je ne vais pas dire que c'est la concurrence qui a tout fait, mais il faut nuancer un petit peu cet effet, ce mécanisme d'agenda et de cadrage en 2002. Alors Cyril Lemieux, sur cette question de la hiérarchie des influences des différents médias, et puis aussi cette question d'Internet. Donc je crois que ce qu'il faut retenir, c'est que la télévision reste le média des campagnes. Alors on s'est ému récemment parce que les audiences en prime time sur TF1 et France Télévisions, comparées à celles de 2007, baissent puisqu'on passe de 5,5 millions de téléspectateurs en moyenne à 4,3 millions. Mais ce qu'on oublie de dire, c'est que depuis 2007, il y a la TNT. Donc en réalité, cette baisse d'audience n'est pas du tout spécifique à la question de l'information politique. Les chaînes traditionnelles ont une audience qui baisse de manière générale. Et l'audience se reporte sur d'autres chaînes. Ce qu'on peut noter, par exemple, c'est les très très bons scores des chaînes d'information continue qui ont retransmis les meetings en direct. Jusqu'à 1 demi-million de téléspectateurs pour ces chaînes, c'est énorme. Ça a doublé en fait leur audience classique. Oui, plus pour le Bourget ou des super grands événements, c'est encore plus. Donc je pense que ça assoit en fait la suprématie de la télé dans ce type d'élection. Les audiences de la radio ne sont pas du tout négligeables.
Par contre, la presse écrite nationale, alors là, ça c'est embêtant de voir que traditionnellement, donc les années électorales sont des années fastes. Je crois que pour les grands titres de la PQN, il n'y a que Le Figaro qui est en progression de vente, et Le Monde, Libération, Le Parisien ont des ventes qui régressent. Donc là, je dois dire qu'on a mais ça aussi, c'est pas du tout lié à cette élection-là. C'est un phénomène sur plusieurs années, qui est d'ailleurs très général. La crise de la presse écrite quotidienne, c'est à travers le monde même, enfin en tout cas les pays du Nord. Donc ça, et il ne faut pas en tirer l'idée que les gens ne lisent plus le journal quotidien national, parce qu'en réalité, il n'y avait que 8% au milieu des années 2000 de Français qui lisent un quotidien national. Donc on ne parle pas des Français, on parle d'une catégorie très spécifique, sachant qu'il y avait 2% des ouvriers qui lisaient un quotidien national. Donc c'était, disons, la presse écrite, c'est un média, disons, même Le Parisien. Enfin, on pourrait mettre un petit peu à côté Le Parisien, mais disons que c'est plutôt un média élitiste. Donc, pour venir enfin à Internet, je crois que moi, ma vision des choses, c'est que je crois qu'on se trompe si on considère que c'est un média de masse. Ça fonctionne très différemment d'un média de masse. C'est plutôt un média d'influence, je dirais. D'abord, ça influence beaucoup les élites, politiques, économiques, journalistiques. Ça fait circuler des idées au sein des élites et dans la partie au sein des classes moyennes supérieures intellectuelles. Et deuxièmement, c'est aussi un outil de conversation. Et je reprendrai ce que je disais tout à l'heure sur Gabriel Tarde, de l'importance de la conversation, du débat, du commentaire, pour à la fois marquer l'importance des phénomènes et valider aussi des interprétations collectivement. Donc je crois que c'est plutôt comme ça qu'il faut voir Internet. C'est un média très très particulier qui rentre mal dans la famille des médias de masse. C'est un média qui est plutôt pour moi un média d'influence et de conversation. Et donc il joue un rôle en fait très important dans cette campagne, mais pas si on le mesure à l'aune des autres médias de masse. Ces mécanismes d'influence sont différents. Et c'est par exemple, ça impacte, comme on dit aujourd'hui, ça impacte beaucoup le travail des journalistes, Twitter, etc. Ça accélère en fait le traitement de l'information, ça le contraint différemment, etc. Peut-être vous voulez dire un mot, c'est ça là-dessus, sur ce dernier point. Oui, on voit même Libé publier des tweets maintenant régulièrement, tous les jours. Oui. Ouais. J'ai un peu de mal à évaluer l'effet de tout ça. Je ne sais pas si ça fluidifie l'information ou si ça participe au conformisme général de la presse aussi, parce que c'est aussi ça. On se répète, on se copie. Enfin bon, ça c'est un autre sujet. Moi, sur la télévision, je trouve assez étrange en fait de se demander si la télévision a plus ou moins d'effets. On peut se demander si elle a un effet, je ne saurais pas l'évaluer moi, mais je pense que la télévision d'aujourd'hui n'a aucun rapport avec la télévision, de même de 2007 ou de 2002, pour une simple et bonne raison. Et c'est pas Internet, c'est quelque chose de tout à fait technique et qui est passé inaperçu, c'est le numérique. Et je vais vous raconter quelque chose qui m'est arrivé et qui en fait, je trouve, est très parlant. En 1997, en 1995, j'ai couvert la campagne j'étais à RTL et j'ai couvert la campagne de Jacques Chirac pendant toute la campagne. Et donc, après, j'ai quitté le service politique, j'étais au service étranger. Et en 97, j'étais au service étranger. Mais quand Jacques Chirac a annoncé la dissolution de l'Assemblée, j'étais à la conférence de rédaction d'RTL et j'ai dit mais moi, je propose un sujet pour demain matin où on mettrait le son de Jacques Chirac de ce soir, où il dit je dissous l'Assemblée, et puis un son que j'ai gardé en 1995 de la campagne à Béziers dans un meeting. Il a dit on ne doit pas dissoudre l'Assemblée nationale sauf si la République est en danger. Et donc il se contredisait. Et j'avais gardé des bobinos, on appelle ça des bobinos, j'avais gardé dans un placard quelques bobinos, voilà, et celui-là je savais que je l'avais gardé. Et le directeur de la rédaction et tout le monde m'ont dit non, on va pas commencer à mettre. Alors dans ces cas-là, si on commence à mettre
en regard des propos d'un homme politique d'une année sur l'autre parce qu'il s'est contredit, c'est malhonnête, le contexte est différent. Et moi, je défendais l'idée que, mais il a le droit d'avoir changé d'avis. Mais on peut le montrer. C'est pas pour faire, voilà, pour dire, c'est pour montrer ça, quoi. D'abord par honnêteté, il avait dit ça, puis il fait autre chose. C'est quand même la base de notre métier, c'est de comparer ce que les hommes politiques disent à ce qu'ils font et ce qu'ils disent à ce qu'ils disent aussi. Et ça ne se faisait pas. Ça ne se faisait pas. Et je ne l'ai pas fait. C'est un des rares cas où, pas de censure, mais. Alors c'était Olivier Mazerolle, qui maintenant est éditorialiste sur BFM, qui était le directeur de la rédaction et qui ne voulait pas. Alors c'est pas qu'il n'était pas moins libre qu'aujourd'hui. Alors après, j'étais plus au service politique, donc j'étais correspondant, j'étais ailleurs. Et quand je suis revenu en 2005, des études correspondant aux États-Unis. Je suis revenu et j'ai été chef du service politique à RTL. Et là, j'avais ça en tête, et j'ai dit à mon équipe, maintenant, quand un homme politique dit quelque chose de saillant, sur un sujet, on le garde. Et puis ils m'ont dit, mais oui. Voilà, ils avaient les ordinateurs, ils avaient le numérique, et ils avaient tout gardé. Moi, j'avais mon placard avec les vieux bobs, et 10 ans après, les vieux bobineaux, et 10 ans après, les petits jeunes dont je devenais le chef, ils avaient leur dossier, etc. Et maintenant, on ne fait que ça. Et la télé ne fait que ça, parce que Internet le fait, c'est-à-dire on compare. Et donc la télévision est devenue, à mon avis, beaucoup plus intéressante et sujet à esprit critique qu'elle ne l'était autrefois. C'est-à-dire que quand Nicolas Sarkozy, qui parle beaucoup et qui parle souvent et sur tous les sujets, il parle avec l'ancien réflexe, le réflexe d'Olivier Mazerolle. C'est-à-dire je dis ça, puis voilà. Mais sauf que on garde tout et on passe tout. Alors le petit journal le fait pour rigoler, mais on le fait tous. Et moi, je le fais souvent dans mes chroniques, je parle de ce qu'il a dit. Mais toutes les radios, juste avant ma chronique, Patrick Cohen en passe souvent, ça ne se faisait pas avant. On a oublié, mais ça ne se faisait pas. Parce que la mémoire immédiate ou la mémoire récente politique, elle n'était pas pour tout le monde. Et je me souviens que quand on voulait faire des choses comme ça avant, il fallait aller au sous-sol ou dans un grenier de RTL ou de Radio France. On trouvait un vieil archiviste et il était devant des dizaines de placards et on remplissait 3 feuilles. Et le lendemain, on avait son petit morceau de son et ça n'intéressait plus personne. Et donc du coup, on avait l'impression que c'était pas. Et maintenant, on le fait tout le temps. Quand Nicolas Sarkozy dit je vais faire la taxe carbone, c'est aussi important que l'abolition de la peine de mort. Il a dit ça. Et puis 3 mois après, le Conseil constitutionnel invalide le truc et dit bon, tant pis, on le fera pas. Voilà, au lieu de reproposer une nouvelle mouture. Et nous, quand la taxe carbone est abandonnée, avant d'aller même demander aux socialistes et aux écologistes qui en pensent, on repasse le son de Nicolas Sarkozy. Et c'est dévastateur. Et la télé maintenant fait ça beaucoup. Et donc je pense que ça a une influence qu'on ne connaît pas encore. Et qui va être très intéressante. Oui, ce qui veut dire ce sera un sujet d'étude pour vous. Voilà. Oui, ce qui veut dire qu'Internet, en fait, a beaucoup d'importance. Parce que c'est pas Internet, c'est parce qu'on y trouve, alors, on y va tous et on trouve. C'est le numérique et le fait qu'Internet, c'est très facile de retrouver. Si c'est pas nous qui le faisons, ça sera les internautes. Et ils le font d'ailleurs. Et c'est très bien. Ça nous a ramené à la base du métier politique qui est, encore une fois, comparer ce qui est dit et ce qui est fait. Voilà. Alors, ça amène, on a déjà approché la question plusieurs fois, mais on peut peut-être maintenant y entrer. La dernière partie de ce débat, c'est la question d'une certaine manière, je dirais presque les journalistes pris à leur propre piège, c'est-à-dire que les journalistes ont des contraintes, ils ont des contraintes de temps, ils ont des contraintes de format, ils les ont imposées au départ à leurs interlocuteurs, quels qu'ils soient d'ailleurs. À nous, à Télérama, quand on a affaire à des artistes, on leur impose aussi nos formats et nos contraintes. Et là, pour la question qui nous intéresse, c'est de les imposer aux politiques. Donc, il faut avoir, par exemple, des déclarations extrêmement courtes, parce qu'on peut pas passer 5 minutes. Il faut qu'en quelques mots les choses soient dites, etc., etc. Il faut des images, etc. Et en fait, les politiques ont réagi. Ils se sont
énormément professionnalisés, et en fait, maintenant, ils fournissent tout, clé en main, aux journalistes, pour répondre à leurs attentes et à leur format. C'est-à-dire, ils font eux-mêmes les images, maintenant de plus en plus. Mais ça, je vais peut-être demander à Cyril Lemieux de le décrire. Comment ? Si vous relisez les discours de Clémenceau à la Chambre, il était très bon aussi pour les images concises. Oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est vraiment fait, ça a bougé quand même. Ça a bougé, non, vous trouvez pas ? Il y avait un peu plus d'imparfait du subjonctif dans les images, mais ça restait quand même du... Alors quand même, Cyril Lemieux, sur cette question, comment vous voyez ça, cette question de la professionnalisation des sources ? Moi, je la vois comme une double plutôt rationalisation, je dirais. C'est-à-dire que l'univers des médias, depuis une trentaine d'années, s'est considérablement rationalisé. Quand je dis rationalisé, c'est un petit peu au sens de Max Weber, c'est-à-dire il y a des logiques qui se sont imposées, qui sont liées avec des logiques d'efficacité, l'importance de tous les instruments qui vont permettre de rendre l'action prévisible et de la compter, de la mesurer. Donc les audiences, bien sûr, mais il n'y a pas que ça. On mesure le taux de productivité, on mesure les temps de réaction qu'on a par rapport à des concurrents, etc. Et donc, on fait des choix qui sont armés par tous ces dispositifs-là. En face, du côté des hommes politiques, c'est la même chose, c'est-à-dire qu'il y a une division du travail beaucoup plus forte avec des spécialistes en communication, des sondeurs, etc. Et il y a aussi un appui très fort sur ces instruments-là. Donc, du coup, effectivement, les hommes politiques, enfin le monde politique va exploiter les vulnérabilités du monde des médias qui sont dues à ces nouvelles logiques. Hein, et donc, par exemple, tout ce qui va faire gagner du temps ou qui va permettre aux médias d'économiser va être un point de vulnérabilité. Donc, c'est vrai que, mais ça tient pas qu'à la communication politique, c'est la communication en général. On voit donc des entreprises mâcher le travail, préparer les dossiers, donner des images, etc. Donc, voilà. Alors là, dans le domaine politique, évidemment, récemment, le PS s'est mis au diapason du MP en proposant des images qui sont évidemment beaucoup plus léchées, enfin avec d'énormes moyens. Et il est difficile, ce serait pas impossible hein, théoriquement, mais il est difficile pour les chaînes, vu la manière dont elles fonctionnent, de refuser ces images. Bon, après, ça les parce qu'elles ont beaucoup de mal pour en faire d'autres. Oui, elles ont beaucoup de mal pour en faire d'autres parce qu'en fait, si elles veulent pas prendre ces images léchées, en général, elles sont parquées à des endroits où les angles et les plans sont beaucoup moins intéressants. Non, mais oui. Allez-y. On peut expliquer les grands meetings. Maintenant, ça devient un enjeu puisque c'est vu sur les chaînes Tout Info, et donc il y a à peu près entre 500 000 et même quelquefois 2 millions de gens qui regardent. Et le premier grand meeting qui a été filmé ainsi avec une boîte de production qui était à la commande, c'était en 2007, et notamment le grand meeting du 14 janvier 2007 de Nicolas Sarkozy, porte de Versailles. Mais maintenant, les socialistes font pareil. Alors, il s'agit des images en direct. Il y a tellement de chaînes de télévision, il y a tellement de caméras, et même maintenant les journaux de presse écrite ont leurs petites caméras pour leur site, qu'on est obligé de rationaliser tout ça et d'avoir un seul signal. Techniquement, c'est un signal, c'est ce qui envoie au satellite, c'est ce qui envoie l'image directe. Il n'y a qu'une seule image en direct, parce que sinon tout le monde se battrait pour avoir le bon angle. Donc on décide qu'il y a une seule image en direct, et le parti politique dit, écoutez, moi je vous la fournis, et vous pouvez vous brancher à mon car régie, et vous l'avez. Alors évidemment, dans un meeting, tout le monde comprend maintenant comment ça se passe. C'est-à-dire que c'est donc une réalisation qui n'est pas journalistique. La différence entre une réalisation pas journalistique et une réalisation journalistique, c'est la suivante. Dans un meeting, dans un discours, il y a les contre-champs. C'est-à-dire que, pour prendre l'exemple du discours du Bourget de François Hollande, quand François Hollande dit à un moment, développe son idée de contrat de génération, moi, si j'étais à la commande, réalisateur journalistique, je demanderais à un caméraman un contre-champ sur Martine Aubry
Parce que Martine Aubry, 2 semaines avant, a lutté à ne pas arrêter de dire que c'était une très mauvaise idée, etc. Donc on a envie de voir la tête de... Si on veut être un peu plus people aussi, au moment où Ségolène Royal quitte la salle pendant la Marseillaise parce qu'elle n'a pas été citée, c'est en même temps un fait politique. On ne l'a pas vu quitter la salle. J'aurais été aux manettes, j'aurais dit à mon caméraman, dis donc, il y a Ségolène Royal qui... Et donc on voit ça. Au moment où François Hollande parle de lui, parle de sa famille, de son père, il y a un zoom avant très pathos comme ça, qui... Bon, est-ce que c'est un geste journalistique? Est-ce que c'est un geste artistique? Est-ce que c'est de la propagande? Ça peut être un peu des trois, mais moi je trouve que puisque on transforme, nous les médias, un meeting de 15 000 personnes en un meeting de 2 millions de personnes, on serait en droit, et on devrait, de dire, écoutez, vous nous fournissez la Luma, c'est-à-dire la caméra qui est sur une grande perche comme ça et qui peut donner des... Vous nous fournissez tout, mais laissez-nous réaliser. Voilà, laissez-nous réaliser. On met un réalisateur... Il y a des très bons réalisateurs que tout le monde apprécie, toutes les chaînes, et on se met d'accord sur un réalisateur, et c'est le réalisateur. Comme il y a une concurrence entre les chaînes, et comme, contrairement à ce qu'on croit souvent, la presse et le monde des médias n'est pas du tout un monde uni, voilà, on se défend quand on nous attaque en tant que corporation, mais entre nous, on fait rien pour avoir des actions en commun. Voilà. Donc, petite explication un peu technique pour dire que les éléments de langage, tout le monde connaît, mais maintenant il y a des éléments d'image qui viennent se rajouter à ça. Et puis alors il y a aussi quelque chose de très important dans la... Alors je voulais juste oui, quand même... oui, je vous en prie. Je vous en prie. Du coup, moi j'avais fait un édito qui avait dénoncé ça, et alors évidemment après j'ai le type qui réalise... qui avait réalisé le Bourget m'a appelé, j'ai pris un café avec lui, je le connais, il travaille au Grand Journal et sur Canal+, et il m'a expliqué quand même qu'il l'avait fait pour Sarkozy en 2007, et là il le fait pour Hollande. Quand il l'avait fait pour Nicolas Sarkozy, il avait dans son car régie 2 publicitaires, un communicant, Franck Louvrier, le patron de la communication de Nicolas Sarkozy, et là, il l'a fait pour François Hollande, et il m'a expliqué que l'équipe de François Hollande lui a dit bon, il paraît que pour faire pro, faut faire ça. Alors vas-y, ils l'ont mis dans le car régie, puis il s'est retrouvé tout seul. Donc il a fait au mieux, mais il avait personne pour le. Donc il y a cette petite différence qu'il fallait souligner. Ça va pas durer, hein, rassurez. Oui, parce qu'ils vont certainement se professionnaliser aussi. Alors dans la communication aussi, faut qu'on en dise un mot, parce qu'évidemment on en parle beaucoup, et de toute façon c'est vrai que ça a pris une place extrêmement importante. C'est les sondages. Alors j'aimerais bien, peut-être, qui est-ce qui introduit cette question? Bernard Manin, vous voulez? Non, je n'ai qu'une chose à dire. C'est une obsession française, les sondages. Il n'y a aucun autre pays au monde dans lequel on se préoccupe autant des sondages, soit pour les commenter, soit pour les critiquer, mais il y a vraiment, c'est un fait observable. C'est vraiment... Je m'interrogeais d'ailleurs sur les causes de cette particularité. Ce n'est pas vraiment un phénomène de sciences sociales de noter une exception, mais celle-ci est quand même très particulière. Je ne sais pas pour quelle raison la France a cette obsession, nous avons cette obsession des sondages, les critiquer, les décortiquer. Bon, ça n'est pas vrai aux États-Unis. Oui, il y en a, bien entendu, la technologie est la même, il y en a. Ça se passe, voilà, et personne ne réveillonne là-dessus. Et donc, bon, voilà, c'est essentiellement ce que j'ai envie de dire. Oui, moi je dirais, il y a quelque temps, donc Thomas Wider du Monde avait écrit « Les sondages sont une photographie, mais non pas une prophétie ». Et en réalité, je pense que c'est exactement l'inverse. C'est-à-dire, je pense que les sondages ne sont pas une photographie et qu'ils ont des effets prophétiques. C'est sans doute pour ça qu'ils peuvent poser un problème quand même. Oui, alors, je vais expliquer pourquoi ce n'est pas une photographie. Il est vrai que ce que je vais dire trahit une conception très élémentaire de ce qu'est la photographie, qui pourrait être contestée, mais disons que ce n'est pas une photographie au sens où on entendrait qu'il s'agit de la photo de quelque chose qui existe indépendamment de la photo elle-même. On dit c'est un instantané. Mais en réalité, il y avait une phrase de l'américain Charles Cooley, moi que j'aime bien, qui dit en gros,
100 barques transportant une personne ne sont pas la même chose qu'un bateau transportant 100 personnes. Et que fait un sondage? Il transforme 100 barques transportant une personne en un bateau qui en transporte 100. C'est pas, ça c'est normal, c'est ce que doit faire un sondage. Il fait une agrégation. Le problème, c'est quand juste après, il y a une opération qui consiste à faire agir le bateau comme un seul homme, justement. Et on nous dit, par exemple, les Français ne veulent pas d'un second tour Hollande-Sarkozy. Ah. Et alors on regarde le sondage, on voit que en fait, c'est 43% des sondés qui disent qu'ils ne veulent pas ce second tour, mais il y en a toute une partie qui voudrait un second tour Hollande versus quelqu'un, une autre partie qui voudrait Sarkozy versus quelqu'un, et puis d'autres encore qui voudraient un second tour avec deux autres candidats, et puis il y en a toute une série qui n'ont pas d'idée là-dessus, au fond. Hein, on vient les voir, on leur dit « Qu'est-ce que vous voulez comme second tour ?» et alors ils vont répondre quelque chose, cette chose va être agrégée, et donc à la fin on va faire comme si... Autrement dit, ce que je veux dire, c'est que les sondages peuvent transformer non seulement une pluralité, une diversité de volontés en une volonté unique, mais aussi même une absence de volonté. C'est là que ça pose un problème, parce que c'est là que c'est très trompeur. Donc une absence de volonté, ou alors il y a 3 jours, tiens, c'était d'ailleurs sur France Inter que j'ai entendu ça, les Français, sondage IFOP, oui, les Français, 80% des Français, quelque chose comme ça, pensent que la protection des animaux est une question capitale pour la campagne, et ils sont prêts à dire que ça va influer leur vote. Et alors, on apprend juste après qu'en fait, il s'agit d'un sondage commandé par la Société protectrice des animaux, là, enfin, je sais plus, voilà, 30 millions d'amis, voilà. Et bon, alors là, c'est quand même un peu gênant, puisque là, on a quand même l'impression qu'on a posé aux gens des questions qui ne se posent pas forcément, et que ensuite, bon, alors ça, c'est un premier point, disons, une première, c'est pour démentir que le sondage serait une simple photographie. Il fait un peu autre chose qu'une simple photographie. Deuxièmement, bon, sur l'aspect prophétique, je ne vais pas m'éterniser parce que c'est beaucoup plus connu. C'est la fameuse prophétie autoréalisatrice, bon, qui a beaucoup de limites, hein, mais qui est en gros de dire si je dis que Mélenchon est à 15%, peut-être que ça va faire venir des électeurs de Poutou et Artaud sur lui et il va monter à 16%, voilà. Donc c'est très différent de quand je vous dis ce matin la température extérieure est à 5 degrés. Le fait de rendre publique cette information n'a pas la vertu de faire monter la température à 6 ou 7 degrés. Hein, c'est ça la différence. Non mais c'est important. Alors en même temps, évidemment, c'est très limité. Enfin, faut pas exagérer ces effets, puisque ce qu'on a dit tout à l'heure sur les déterminants du vote suffirait à montrer la limite de ces effets, de toute façon. Mais c'est simplement pour dire que peut-être que ces effets, quand même, d'amplification, de ralliement, ne sont pas absolument nuls. Donc, ce que je veux dire simplement par rapport à ce que disait Thomas Wider, donc c'est une photographie, mais ce n'est pas une prophétie. Je pense qu'on peut penser les choses à l'inverse. Et à ce moment-là, ça pose quand même d'autres questions sur la responsabilité des sondeurs, la responsabilité des journalistes utilisant les sondages, faisant dire aux sondages certaines choses, les utilisant de certaines manières. Et moi, je vous invite tous à faire une expérience de pure imagination, évidemment, qui consiste à se dire, imaginons la campagne actuelle sans sondage, sans aucun sondage. Évidemment, c'est tout à fait impossible, hein, mais imaginons qu'on n'ait pas cet instrument. Qu'est-ce qui se passerait? Il y aurait une énorme incertitude. Par exemple, il y aurait du côté des politiques une énorme incertitude. On verrait peut-être Villepin finalement se présenter, puisque d'après le Canard, il avait les signatures, et s'il a renoncé, c'est parce qu'il avait un niveau trop bas dans les sondages. On verrait des choses comme ça. Pour les journalistes, on aurait évidemment d'abord une sorte de manque à gagner, puisqu'ils auraient moins l'occasion de faire des événements avec des sondages où ils nous apprennent que Marine Le Pen, et ceci à 1 an de l'élection d'ailleurs. Il y avait un sondage publié, je crois, par Le Parisien à 1 an de l'élection qui disait Marine Le Pen est qualifiée pour le premier tour, à 1 an des sondages, face à Nicolas Sarkozy et à Martine Aubry d'ailleurs. Bon, bref, il y aurait moins ça, il y aurait peut-être une incertitude aussi sur la valeur respective des candidats, leur éligibilité, leur invitabilité et le type de questions qu'on leur poserait. Bon, alors tout ça, c'est de la fiction, évidemment, mais là où je veux simplement en venir, je pense que les sondages occupent une place centrale dans la structuration de la compétition politique et que ça mériterait au moins une réflexion publique et que ça mériterait peut-être aussi une forme de régulation, quand même, qui est tout le temps rejetée par les sondeurs.
et qui, on l'a bien vu l'année dernière avec un projet qui a été enterré en beauté au Sénat et qui visait simplement à introduire un certain nombre de régulations dans ce milieu professionnel. Oui, c'est important d'ailleurs parce que c'est, en dehors de ce que vous venez de dire sur la fiabilité, le fait même aussi de tous ces sondages et des commentaires des sondages participe beaucoup de la critique des médias pendant la période électorale parce qu'on dit en fait ils ne s'intéressent qu'à la course de chevaux, ils commentent les sondages et pendant ce temps-là on ne parle pas des vrais enjeux, des grandes questions, etc. Enfin, ça, non, mais on entend ça tout le temps. À partir du moment où c'est vrai, comme ce que je disais tout à l'heure, les débats ne sont pas exposés pour les raisons que j'ai exprimées, les débats internes plus importants que les débats. Enfin, le cadre des candidats ne représente pas en fait la vérité des vrais débats. Du coup, on a du mal à les organiser. Je ne me défausse pas en disant ça. Du coup, on a évidemment, on est plus dans la course de chevaux. Mais c'est vrai que je dois avouer que même si j'essaye de ne pas être trop dans la course de chevaux, si je suis intoxiqué d'une certaine façon, même si je suis très critique, par les sondages, parce que je commente Mélenchon en ce moment, pourquoi ça marche ? Si d'après mon pif, j'avais l'impression que ça ne marchait pas, que des gens que je connaissais qui votaient Mélenchon finalement ne veulent plus voter Mélenchon dans mon entourage, et je venais à la radio demain matin en disant Mélenchon, j'ai l'impression que ça marche. Ça ne peut pas marcher parce qu'il dit ça, et puis finalement il se contredit. Voilà. Donc je suis influencé par les sondages. Alors, sur le coup de la photographie, je suis tout à fait d'accord. Alors, je suis pas tout à fait d'accord. Je considère que ça peut être une photographie, mais généralement on dit ça pour dire c'est bien parce que c'est une photographie et c'est rien d'autre. Mais il n'y a rien, enfin on apprend ça en école de journalisme, il n'y a rien de plus subjectif qu'une photographie. La photographie n'est pas du tout objectif, malgré objectif. Mais une photographie, tout le monde connaît l'exemple d'une foule très en colère qui brûle un drapeau américain et l'angle est un peu agrandi et c'est 10 personnes dans une rue, dans une grande avenue vide. Et on a vu déjà des tas d'exemples comme ça. Donc bref, une photographie n'est pas objective. Donc même si c'est une photographie, c'est un peu embêtant. Et puis je pense qu'il y a quand même un intérêt au sondage dans leur durée, c'est-à-dire c'est de voir les évolutions. Un sondage en tant que tel n'est pas très intéressant, mais toute une série de sondages où on voit qu'un thème prend, où on voit voilà, ça peut être intéressant. Et enfin, moi j'ai une petite théorie. Je me suis posé cette question. Alors c'est une théorie qui vaut ce qu'elle vaut, mais bon, comme je suis obligé d'en faire une par jour, je les fabrique. Après, elles sont peut-être, je peux les démentir. Ça me fait l'occasion de faire une autre chronique, ce qui est pratique. Mais je pense qu'en France, il y a la notion de dynamique dans une campagne. La dynamique de campagne, d'ailleurs, Nicolas Sarkozy parie là-dessus. Comme il n'a pas de réserve, il parie sur la dynamique. Et donc son but, c'est de laisser penser qu'il est en progression. Parce qu'être en progression, c'est mobiliser. Et on l'a vu tout à l'heure, une élection présidentielle, c'est pas faire changer d'avis les gens, c'est mobiliser son camp. Voilà. Et donc, les sondages ont, de ce point de vue-là, une grande importance. Faire croire que la dynamique est en marche, c'est s'agréger tous ceux qui étaient un petit peu en panne. Et donc, les hommes politiques ont tout intérêt à... D'ailleurs, ils retweetent sans cesse dès qu'ils ont un bon sondage, et puis ils le disent, et ils ne croient plus au sondage dès que ça baisse. Alors les sondages et puis tout ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire tout ce qui est agenda, les politiques cherchent à avoir la main sur l'agenda. Bon, on a bien vu pendant même d'ailleurs toute la présidence de Nicolas Sarkozy, c'est chaque jour décider qu'est-ce qui doit faire l'événement, de quoi est-ce qu'on doit parler. Et cette impression finalement qu'ont les électeurs qui critiquent la campagne, c'est que en fait on est une espèce de fatras de propositions qui viennent comme ça dans le désordre, qu'il n'y a pas de cohérence, que chaque jour on vient sur un sujet nouveau avec une proposition nouvelle, et idem d'ailleurs pour François Hollande avec l'imposition à 75% par exemple, etc. Et j'aimerais bien me tourner vers vous, Bernard Manin, maintenant, parce que quand on avait préparé le débat, on avait eu une conversation, je trouvais fort intéressante, sur finalement, à partir de là, la manière de quelle manière on peut imaginer finalement le statut de ces promesses politiques qui sont faites pendant le
pendant la campagne, et de quelle nature est finalement ce bruit de la campagne? Oui, on peut peut-être en effet dire quelque chose sur ce sujet. D'abord, le statut des promesses de campagne électorale est de façon générale pas très bien compris. Et nous ne savons pas exactement comment ça marche. Voici un exemple, une illustration. Les études empiriques, bon, pas pour utiliser un vocabulaire pédant, mais montrent le paradoxe suivant. Globalement, les politiques mettent en œuvre les programmes qu'ils annoncent. Sur l'ensemble des démocraties, il y a des mesures. Globalement, c'est ça qui se passe. Et non moins globalement et non moins invariablement, les électeurs jugent les politiques comme ne tenant pas leurs promesses. Il y a là une énigme que nous ne comprenons pas. Non, mais ça pose des problèmes, un problème de science politique, d'ailleurs, un problème considérable, parce qu'il est vraisemblable que ce que nous, les spécialistes de sciences politiques, mesurons quand nous appelons mettre en œuvre ces promesses, c'est faire voter une loi par le Parlement. Et il est probable que lorsque les électeurs considèrent que les politiques, eux, trahissent régulièrement et systématiquement leurs promesses, ils ont quelque chose d'autre en tête, comme par exemple un résultat sur eux-mêmes, sur leur situation, l'amélioration de la sécurité, la diminution du chômage, quoi que ce soit. Et évidemment, la focalisation sur le résultat ou la mise en œuvre d'une action va donner des choses très différentes. Je ne veux pas présenter cela comme une doctrine, ça n'en est pas une, mais je pense que il est utile de savoir que nous ne comprenons pas ce mécanisme. Et nous ne savons pas très bien pourquoi il en est ainsi. Et pourtant, c'est parfaitement, c'est très bien avéré, très bien établi. Les politiques ne promettent pas des actions, ils promettent des résultats. Non, alors s'ils promettent non, ils promettent les deux. Alors, Nicolas Sarkozy a promis des résultats chiffrés. Mais il promet, si vous me permettez... Alors, soit 5% de chômage, soit changer la vie comme en 80. Dans les deux cas, on peut dire... Oui. Dans la campagne présente... il me semble, ce serait vrai, voilà, on s'engage essentiellement sur des mesures, et il me semble qu'il vaut la peine de noter que c'est un usage très particulier des mesures, dont le président Sarkozy est un grand maître. C'est-à-dire, ces mesures ne sont pas en fait supposées être des descriptions congruentes des actions qui vont arriver. En fait, elles ont un statut symbolique. Par exemple, lorsque, après les attentats de Toulouse, j'explique ce que je veux dire par symbole. Après les attentats de Toulouse et de Montauban, il annonce qu'on va pénaliser la consultation des sites djihadistes sur Internet. Mais ça n'est pas la visée de cette proposition, n'est pas une adéquation à la réalité des actions. C'est un symbole, c'est un signal qui est envoyé. À la vérité, la tranche d'imposition à 75%, ça a le même statut. Mais il me semble que c'est une des originalités assez notables de cette campagne que des mesures de politique précises y sont utilisées de manière symbolique. C'est-à-dire pour déclarer une marque ou pour utiliser un marqueur en quelque sorte. On pourrait d'ailleurs... Bon, je ne veux pas multiplier mon mandat, ne veux pas entrer dans trop de détails, mais ça me paraît très frappant. Alors, d'un certain côté, énoncer des mesures de politique précises comme des symboles, c'est un progrès dans l'adéquation à la réalité. Par exemple, plutôt que de se déplacer un matin à Rungis pour faire comprendre qu'on est favorable au travail ou d'aller visiter un site industriel en difficulté pour signifier qu'on est favorable à je ne sais quoi, bon, on peut dire en annonçant une mesure de politique publique, on se rapproche de la réalité. C'est un progrès des Lumières, pourrait-on dire. Mais non, je le dis sans, je crois que. Mais de notre côté, évidemment, utiliser des mesures précises comme des symboles, c'est favoriser une très grande confusion.
Et une très grande confusion au sens précis, c'est-à-dire il y en a évidemment beaucoup plus que nous ne pouvons traiter. Il y en a une par jour, c'est là que nous revenons au point qui précède. Ces politiques se sont tout à fait ajustées à une logique de la temporalité, du renouvellement des nouvelles. Il faut faire les nouvelles tous les jours. Pour faire les nouvelles tous les jours, on peut avoir un certain nombre de choses, mais songeons par exemple à ce que serait un affrontement dans lequel il y a les partisans de la justice et les partisans de l'efficience. Bon, c'est une manière assez correcte de décrire un arbitrage entre deux grandes valeurs. Il y a la justice et en général, les solutions efficientes ne sont pas les solutions justes et vice-versa. Bon, on vit avec ça dans un monde globalement fabriqué comme ça. Mais évidemment, si on avait le candidat de la justice et le candidat de l'efficience, ils ne pourraient que répéter toujours le même principe. Au lieu que, si l'on décrit une petite mesure, comme par exemple, je ne sais pas, une banque d'investissement, ça fait une nouveauté, on peut en faire une nouveauté tous les jours. Et donc, il me semble que sur cette affaire, nous avons là aussi deux impératifs contradictoires. D'un côté, ou deux valeurs, auxquelles nous tenons. D'un côté, la précision est préférable au vague, parce que dans le vague du symbole, n'importe quelle manipulation peut passer inaperçue ou peut se dissimuler. Donc nous voulons de la précision. Et en même temps, une autre valeur non moins importante, c'est la simplification. À énoncer 150 mesures, évidemment, nous n'avons pas les moyens cognitifs de traiter tout ça à la fois. Mais bien sûr. Donc, nous voulons aussi des simplificateurs. Et après tout, la tranche à 75%, considérée comme une adéquation aux actions précises, ça ne veut rien. Ça ne veut pas dire grand-chose. On ne sait pas si ça inclut la CSG ou si ça n'inclut pas la CSG. C'est extrêmement important de savoir si ça inclut. On ne sait pas comment ça passera le Conseil constitutionnel. On ne sait pas toute une série de choses. Mais si on considère que le statut est symbolique, c'est marquant l'engagement de faire contribuer les revenus les plus élevés à, disons, une politique d'ajustement en général, c'est une approximation tolérable. Alors, si nous avons deux impératifs, à la fois celui de la précision et aussi celui de la simplification, il me semble que une des manières de le faire, je ne suis pas sûr d'être d'accord avec ce que vous disiez, Thomas Legrand, tout à l'heure, une des manières de le faire, c'est de promouvoir plus encore que nous ne le faisons les débats. Et je ne suis pas sûr que seuls les débats à l'intérieur de chaque camp comptent. Parce que même les deux candidats principaux, ou l'ensemble des candidats, ont une certaine vertu simplement parce que, par structure, ils vont critiquer les positions des autres. Donc, ça n'est pas vrai systématiquement. Voilà. Et là, et même, j'ai ajouté une chose que je trouve très importante. D'abord, les experts. Par exemple, les experts ont une propension fâcheuse et ennuyeuse à être d'accord. C'est assez ennuyeux, parce que, pour des raisons épistémiques, nous souhaitons qu'il y ait de la contradiction. Bien sûr. Et voilà, c'est une vieille chose, les avocats du diable. L'avocat du diable, c'est une excellente chose. Pour être sûr de prendre les bons saints, il faut un avocat du diable. Bon, nous voulons de la contradiction. Si nous voulons de la contradiction, après tout, la concurrence des politiques, c'est assez bien. S'il y a de l'artifice et de la manipulation dans le fait d'annoncer que la pénalisation des sites djihadistes est une solution à quoi que ce soit, ou même peut être une action réelle, on peut compter sur la présence de concurrents pour le faire apparaître. Ça ne veut pas. Voilà. Et donc, c'est un bon usage de l'opposition, me semble-t-il, alors que nous avons. Oui. Donc. Et ça, ce sont des débats qui existent, mais ce sont des débats entre des gens qui disent je vais faire ça, et leurs opposants qui répondent ça n'a aucun intérêt. Ça ne marche pas, c'est du symbole. C'est pas un débat entre il faut faire ça ou il faut faire ça. C'est pas dans l'exemple que je prenais, c'est une contre. D'ailleurs, les débats sont chiffrés. Mais les gens ne sont pas d'accord sur les chiffres d'habitude. Dans l'exemple que je prenais, quand même, évidemment, c'est une contrefactuelle, c'est une situation hypothétique. Mais on peut imaginer
que quelqu'un des autres candidats, que celui qui a énoncé cette proposition, aurait fait valoir que ça n'avait simplement aucun équivalent dans la réalité, Oui, qu'on savait pas comment faire ça. C'est ce qui s'est passé d'ailleurs. Quand Nicolas Sarkozy a annoncé tout ça, il y a eu des réponses. C'est pas ce qu'on appelle un débat passionnant sur une vision de la société. C'est votre argument n'est pas bon. Voilà. Oui, en tout cas, on souhaite que ceci, et ça n'est pas un débat à l'intérieur plutôt qu'à l'extérieur. Voilà. On souhaite que le débat à l'intérieur était plus intéressant. Mais je ne suis pas sûr. En tout cas, il me semble que si les deux valeurs auxquelles nous tenons sont d'un côté la simplification et d'un autre côté l'absence de manipulation ou la non-manipulabilité, toutes les choses générales sont manipulables. Et plus elles sont générales, plus elles sont manipulables. Si donc on veut la précision d'un côté et d'un autre côté l'absence de manipulation, il faut trouver des institutions ou des dispositifs qui combinent ces deux choses. Et le débat contradictoire me paraît être une des choses qui combinent le mieux ces deux valeurs. Ajoutons d'ailleurs, vous savez autant que moi j'imagine, même beaucoup mieux que moi, c'est que ces débats sont plutôt populaires. Oui, bien sûr. Voilà. Donc, oui, mais c'est donc une ressource. Et je ne serais pas d'accord, enfin je pense qu'il ne faut pas dire trop de mal ou penser trop de mal de l'attractivité de la compétition. Les élections mobilisent aussi des sentiments d'émulation, des sentiments de concurrence. Ça intéresse et c'est une manière de mobiliser cet intérêt. Rien n'est pire qu'une élection qui n'intéresse pas. Donc la concurrence ou la compétition et la contradiction, le fait de savoir qui l'a emporté, ce n'est peut-être pas une motivation extraordinaire. Ça veut dire, nous sommes au fond excités ou enthousiasmés par la situation dans laquelle il y a quelqu'un qui l'emporte sur un autre. C'est possible, ça n'est peut-être pas une motivation aussi épurée et désintéressée, enfin désincarnée que l'on pourrait le souhaiter. Mais c'est un puissant moteur d'intérêt, et un moteur d'intérêt pour les élections, c'est quand même plutôt bien. Alors, comme il nous reste un petit peu de temps, on a dit beaucoup de choses, mais on pourrait en dire beaucoup d'autres. J'avais plein d'autres questions. Mais peut-être souhaitez-vous intervenir, faire des remarques ou poser des questions. Donc, je vous en prie, on a un micro. Je vous en prie, allez-y. Pardon. Donc, moi, j'avais une question qui n'a pas été abordée du tout cette fois-ci, c'est le rapport entre les puissances financières et les médias. Puisque certains hommes politiques, notamment François Bayrou en 2007, avaient mis en cause les médias justement en raison de leur appartenance à des groupes financiers qui étaient proches de candidats les uns ou les autres. Non, si vous voulez, le rapport moi tel que je vois le rapport à l'économie, je pense que les principaux... Bon, c'est pas pour relativiser cette question que vous posez, mais quand même... Non, mais quand même, le principal impact du rapport à l'économie, pour moi, il se fait au niveau des pratiques journalistiques, dans les transformations, les évolutions des pratiques journalistiques depuis une trentaine d'années, où, disons, des formes de contraintes économiques se sont instaurées. On demande une certaine rentabilité, une certaine productivité, etc. Donc c'est ça qui a les effets les plus massifs sur la façon dont nous sommes informés, selon moi. Après, il y a effectivement en France, par rapport au monde anglo-saxon, un cordon ombilical parfois moins coupé entre les actionnaires. Le cas qu'on cite tout le temps, c'est le Figaro avec Dassault qui veut écrire, qui veut faire une pression directe sur la façon de travailler des journalistes. Bon, là aussi avec Bouygues, TF1, etc. Par exemple, il est clair je le dis parce que les acteurs On sent quand même au Figaro en ce moment une certaine pression de la direction sur le tout à fait. même du journal. Bien sûr. Non, mais c'est pour ça que je dis que c'est pas négligeable. Pour ce qui est de TF1, donc les acteurs ont vendu la mèche, si je puis dire, ensuite, en disant qu'effectivement en 95, on avait roulé pour Balladur, c'est très clair. Enfin, ils l'ont dit. Voilà le résultat. D'ailleurs, c'est intéressant sur la question des. Ouais. Donc, c'est pas du tout négligeable, mais je veux dire. En même temps, on a comme le Figaro est un bon exemple quand même d'une rédaction où ça fait débat quand même, où il y a des formes de résistance. Je ne dis pas que
que ça empêche ces mécanismes, mais quand même ça les limite, ça les rend plus complexes peut-être. Je sais pas. Oui, je n'ai pas grand-chose à ajouter là-dessus. Il y a aussi sur l'économie peut-être, sur la façon de traiter les débats économiques à une sorte de... Alors je ne sais pas si ça vient des propriétaires ou du conformisme ambiant. Il y a un conformisme sur le débat économique qu'on constate. Alors là, je ne sais pas si ça vient de là-haut. J'ai une petite anecdote, parce que comme je suis le praticien de la soirée, donc j'ai suivi le discours du Bourget au Bourget, le discours de François Hollande, qui était un bon discours, et j'étais assis à côté de deux camarades du Figaro, et ils ont trouvé Hollande très bon, et en rigolant, ils ont dit simplement, mon voisin m'a dit, je crois que le titre va pas ressembler à mon papier, voilà. Donc la titraille, ce qu'on appelle la titraille, qui est faite directement par les chefs, qui eux-mêmes sont en lien avec les voilà. Mais au Figaro, ils sont pas très heureux. Et à Libération, d'ailleurs, non plus. Voilà. Oui, d'ailleurs, il y a des problèmes là, ces jours-ci. Oui, puis il y a je ne renvoie pas, c'est pas pareil. Oui, bien sûr. Certainement pas. Certainement pas. Sur l'économie, il y a aussi le fait que quand on est vraiment dans les services économiques et qu'on travaille dans un journal dont le propriétaire a des intérêts importants dans tel ou tel domaine de l'économie, c'est vrai qu'on n'est pas forcément très à l'aise pour traiter de ces questions quand même. Ça, les journalistes économiques en témoignent souvent. Je vous en prie, puisque vous avez le micro, je vous en prie. Et puis on vous le passe aussitôt après. Moi, c'était au niveau du rapport entre, disons, les médias et puis la société, enfin, c'est-à-dire nous. Je me pose souvent la question de savoir si, en tant que société, enfin, bon, entre guillemets, est-ce qu'on a une véritable connaissance de nous-mêmes, enfin, quelle image on peut avoir de nous-mêmes, quelle représentation on peut avoir de nous-mêmes, effectivement, et j'ai l'impression que les médias empêchent presque, enfin, ou en tout cas ne permettent pas du tout d'avoir cette représentation de nous-mêmes. Enfin, on est, par exemple, conditionné beaucoup plus à penser que tout va mal que de penser qu'il y a quand même des choses qui vont bien, etc., etc. Enfin, enfin, je sais pas, j'ai l'impression que les médias ne permettent pas de mettre en scène réellement ce qu'on est, quoi, d'une manière qui serait satisfaisante pour une vie démocratique, parce qu'une société démocratique a absolument besoin de se connaître elle-même, je pense. Et pourquoi ça, à votre avis ? Pourquoi est-ce que les médias n'arriveraient pas à... Disons, je pense qu'il y a peut-être déjà... Les médias fonctionnent peut-être beaucoup par rapport à eux-mêmes, par rapport à leur logique à eux, voire à leur narcissisme, voire au parisianisme aussi, ça c'est typiquement français. Bon, je ne sais pas comment c'est ailleurs, mais il y a beaucoup de raisons pour lesquelles je pense que les médias peut-être sont plus le reflet d'elles-mêmes que le reflet de ce dont elles parlent. Oui, d'accord. Thomas Legrand. La question de doit-on refléter d'ailleurs la société oui, c'est comme la photographie. J'ai pas beaucoup de réponses c'est-à-dire que quand vous regardez la télévision, vous écoutez la radio, vous lisez les journaux, vous n'avez pas l'impression qu'on parle de la vie que vous voyez. Et c'est vrai que dans les journaux, la télévision, la radio, on parle pas de la vie. Alors vous pouvez regarder le journal de 13h de TF1, là vous verrez comment on fabrique du pain, c'est la vie quotidienne, sans parisianisme du tout. Nous, on parle des aspérités, beaucoup de la vie, des crises. Mais après, on a sûrement des biais, c'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on enjolive, certainement, par des biais qu'il faudrait étudier et que ce sont plutôt les autres participants qui les ont étudiés, plutôt que moi, qui suis dans la machine. Il y a des choses qu'on noircit aussi, sûrement. Et on essaye de rééquilibrer, on essaye de faire ça plus ou moins honnêtement. Plus ou moins, hein, il y a aussi moins. J'ai pas vraiment de réponse. Moi, je pense qu'en fait, il y a deux facteurs qui peuvent, pour répondre à votre question. Il y a d'abord ces fameuses contraintes organisationnelles, économiques. Là, bon, je ne veux pas répéter ça hein, sur la façon dont les médias fonctionnent, le fait qu'ils vont avoir tendance à privilégier, par exemple, dans le traitement de l'insécurité, ils vont avoir tendance à privilégier les aspects répressifs par rapport aux aspects préventifs, pour prendre cet exemple, ou que dans d'autres cas, ils vont avoir une espèce de tropisme vers un certain nombre de sujets, et donc des zones moins bien traitées. Bon, ça, ok. Mais il y a un second facteur, à mon avis, qui est décisif,
et qui nous évite de tomber dans une espèce de piège médiacentrique en pensant que c'est les journalistes qui sont l'alpha et l'oméga de l'information, c'est le travail, les stratégies des sources d'information. Est-ce que dans un secteur donné, il existe des sources actives, par exemple des associations, des hommes politiques? Est-ce qu'il existe des gens capables de donner aux journalistes de l'information, d'aller communiquer, par exemple, mais aussi, je ne sais pas, dans certains cas, par exemple pour les affaires judiciaires, bon, il y a des gens qui donnent des informations ou qui n'en donnent pas, etc. Donc, quand on est dans un secteur où il y a des sources très actives, on a tout de suite une couverture médiatique beaucoup plus forte. Et en plus, quand on a dans ce secteur des sources et des contre-sources, on a une couverture beaucoup plus pluraliste. Hein. Donc, ce que je veux dire, c'est que c'est une sorte de division du travail d'information, ce qui veut dire que la société, pour reprendre votre terme, si la société est mal représentée dans les médias, c'est la faute des médias, mais c'est aussi, d'une certaine façon, un défaut d'activisme de la société vis-à-vis des médias. C'est-à-dire il y a des secteurs de la société où on a très peu d'informations. À mon avis, il ne faut pas tellement compter sur les journalistes pour aller la chercher, pour des tas de raisons qui s'expliquent par la façon dont ils travaillent. Et c'est plutôt, je dirais, du côté des gens, hein, des activistes, des gens dans les associations ou d'autres types d'acteurs qu'on peut attendre une meilleure mise en visibilité de ces phénomènes. Hein. Par exemple, on a très peu de connaissances sur tout ce qui se passe dans la haute finance, les conseils d'administration. On vous parle tout le temps de la France invisible. Hein. La France invisible, mais c'est quoi la France invisible? Souvent, on parle du Lupenprolétariat, etc. Il y a une autre France qui est encore plus invisible, qui est la France de tout en haut, qui est très très difficile d'accès, pour lesquels, évidemment, les journalistes... Bon, oui. Vous dites qu'on ne peut pas compter sur les journalistes pour aller chercher, c'est vrai. Sur cette question très précise de la haute finance et de tout ce qui s'y passe de scandaleux, les grands spécialistes, les gens qui s'y connaissent vraiment, généralement, s'ils sont journalistes, ils gagnent rien, et donc ils ne sont pas journalistes parce que s'ils s'y connaissent et qu'ils sont très forts là-dedans, ils sont plutôt dans la machine, et c'est très compliqué. Nous, on s'appuie de plus en plus parce que le monde est de plus en plus compliqué. La technicité, d'ailleurs, dans ces domaines-là, et on s'appuie beaucoup sur les associations. Moi, je suis très en lien comme source, c'est une source avec, par exemple, Transparency International, avec des associations de droit au logement, des choses comme ça, qui sur des tas de... Bon. Et dans la finance, ça n'existe pas. Il y a une nouvelle association maintenant qui vient d'être créée par Pascal Canfin, qui est un député européen vert, et qui s'appelle Finance Watch, et qui regroupe beaucoup de financiers, ou d'anciens financiers, un peu dégoûtés par tout ce qui s'est passé, et ils commencent à faire des rapports. Et nous, on peut s'appuyer là-dessus. On a confiance en eux. Alors, on a beaucoup de mal à recouper ces informations parce qu'on n'a pas les moyens. Mais on sait qu'elles sont plus fiables. Sur ce qui se passe en Syrie, ce qui est dit par Human Rights Watch, et on sait assez fiable parce que les activistes de ces associations sont un peu sociologiquement viennent un petit peu des mêmes. On parle un peu le même message. Moi, quand j'étais reporter de guerre pendant quelques années, et c'est vrai que les liens entre les ONG et les reporters de guerre sont maintenant beaucoup plus importants que les liens entre les militaires ou les diplomates et les reporters de guerre, comme c'était avant. C'est le cas avant. Et dans la finance, on n'avait pas ça. Ça commence à venir. Parce que ça commence à intéresser. Avant, ça n'intéressait pas beaucoup. Maintenant, ça commence à intéresser. Et on est une industrie, si ça intéresse, on le fera. Je vous en prie, Je monsieur. voulais revenir très rapidement sur la question de la communication que vous avez évoquée tout à l'heure pendant le débat. En fait, vous aviez posé la question, comment se fait-il que finalement le discours politique parvienne à se mouler dans les contraintes de format journalistique? Et effectivement, la réponse Cyril Lemieux était là-dessus, sur la professionnalisation et rationalisation de la communication politique, ce qui est évidemment juste. Mais je me demandais dans quelle mesure cette rationalisation ne passait pas également par un transfert de compétences journalistiques des rédactions vers les équipes de com politiques, quelque chose qu'on rencontre assez bien dans le cas des pigistes en particulier, que je connais un tout petit peu, à partir notamment de la com d'entreprise, mais aussi des com politiques. Par exemple, vous signaliez que ce n'était pas forcément des pratiques journalistiques, néanmoins, c'est peut-être pas totalement hasard si c'est le réalisateur du Grand Journal qui est choisi pour la réalisation des meetings de Sarkozy, a priori. Et du coup... Pour les deux. Oui, non, bien sûr, j'entends bien. Enfin, là-dessus, c'est assez indifférent à mon sens. Et si en fait, à ce moment-là, on n'a pas effectivement une construction de la source par des contraintes journalistiques qui sont totalement incorporées en fait dès l'amont,
Ce qui pose à ce moment-là, par contre, un autre problème derrière, qui n'est pas forcément celui des pratiques journalistiques, ça ne m'appartient pas de le juger en propre, mais autour des questions de carte de presse, de ce point de vue-là, dans la mesure où les opérations de com ne sont théoriquement pas reconnues, si à ce moment-là, par le transfert de compétences journalistiques incarnées en des individus dans les équipes de com, il n'y a pas un risque sur ces professionnels-là au niveau de leur carte de presse, en fait. J'ai pas. Oui, il faudrait qu'on gagne plus en étant journaliste, oui, c'est-à-dire que. Oui, non, oui. C'est-à-dire que pour être journaliste et pour avoir la carte de presse, il faut avoir plus de 50% de ses revenus qui viennent de. Voilà. Donc, si vous êtes journaliste et vous écrivez un best-seller, par exemple, vous perdez votre carte de presse parce que vous gagnez plein d'argent avec. Et si vous êtes journaliste et que vous faites. Et que vous faites de la publicité, même si vous gagnez 1 euro en publicité, vous perdez votre carte de presse. Si vous êtes journaliste et que vous êtes pigiste et que vous êtes en plus, vous travaillez pour de la com politique, après c'est le ratio 50-50. Mais ça c'est peu importe. Hein, il y a des tas de très bons journalistes qui n'ont pas de carte de presse et inversement. Mais ce que vous soulignez, c'est-à-dire la porosité entre le monde de la communication et le monde de l'information est de plus en plus importante et c'est assez grave. Moi, j'enseigne en master à Sciences Po de journalisme et la première chose que je dis, c'est un peu incantatoire à mes élèves, c'est que si vous voulez être journaliste, vous voulez rentrer en guerre contre la communication. La communication, c'est l'ennemi du journalisme. Et on doit être en guerre. On est là pour enlever le papier peint de la communication. Voilà. Donc c'est ces deux métiers et la communication a beaucoup plus de moyens que nous, que la presse. Et les gens qui vous disent, moi je voudrais travailler dans la communication, j'hésite entre être journaliste ou communicant. C'est quelque chose qui n'est pas admissible, quoi. Mais c'est de plus en plus difficile. Oui. Parce que cette communication, elle est omniprésente et de plus en plus puissante. Oui. Quand même. Et enfin, puis, nous, moi, je vois la même, par exemple, la paupérisation aussi, voilà. Mais nous, je vois par exemple pour nos critiques de cinéma, c'est de plus en plus compliqué parce que quand ils ne jouent pas vraiment le jeu, quand ils égratignent, etc., on les interdit de projection, etc. Oui. Si, maintenant on voit ça. Même pas de ça. On voit ça. On est obligé de lutter contre ça. C'est compliqué. Les magazines féminins, c'est encore autre chose. Bon, en tous les cas, je vous remercie, madame, je vous remercie, messieurs, d'avoir participé à ce débat. Merci de votre attention et bonne soirée.